Le fait d'avoir été gravement malade, j'avais une chance sur 4 de m'en sortir, tu ne peux plus combattre, donc tu acceptes ton destin. La mort, tu la goûtes, tu fais la queue, t'attends ton tour, parce que tu ne maîtrises plus rien, donc tu te laisses aller et tu acceptes. J'avais monté une marque de fitness, je me suis fait arnaquer par quelqu'un qui a pris la caisse et qui s'est barré en gros. Là c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Et il a fallu 2 ans pour remonter de ce dur échec. Il faut savoir dire ce n'était pas pour nous et qu'il y aura autre chose derrière. Et celui qui souffre aujourd'hui, cette souffrance se transformera en réussite. Lorsque je suis candidat et que je vis cette aventure pleinement, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est vu par des millions de gens. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui à la base ne s'ouvraient pas. Tu as récemment du coup rejoint l'équipe Touche pas à mon poste. Quand j'arrive, je vois tout de suite que je dois être captivé et captivant. Et puis, il faut être bon. Après, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu peux nous donner un exemple? Salut Moundir. Salut, comment Alec. tu vas? Tu vas bien et toi? Merci beaucoup. Merci pour ce magnifique décor, c'est génial. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie d'être présent ici un dimanche, qui plus est. Eh ouais. On en parlait tout à l'heure, tous les deux, on bosse également le dimanche. Il paraît que ça réussit sur les jours du Seigneur, tu vois. C'est ça. Alors, j'ai pour habitude de présenter mes invités, justement. Donc, je t'épargne cette lourde tâche parce qu'il y en a des choses à dire, justement, sur ton parcours. Okay. Moundir Zougari, plus connu sous le nom de Moundir, en tant que candidat de télé-réalité, animateur de télé, chroniqueur, consultant également. Tu débutes à la télé très fort en participant en 2003 à la 3e saison de Koh-Lanta, où tu te distingues par ta personnalité, participant 3 fois donc à l'émission. Tu as participé dans plus d'une vingtaine d'émissions de télévision sur presque toutes les chaînes françaises, TF1, W9, France 2, Énergie 12, TMC, TFX et C8. Pour en citer quelques-unes de ces émissions, tu as été aussi acteur dans le film d'action Les Gladiatrices en 2004. En 2010, le sujet de l'émission Moundir, l'aventurier de l'amour, dans laquelle une douzaine de jeunes femmes doivent tenter de te séduire, où tu rencontreras justement ta femme. Ouais. Ensuite, de 2015 à 2020, des apparitions régulières dans Vendredi tout est permis avec Arthur notamment, présentateur de Moundir et les aventuriers, les apprentis aventuriers sur W9 de 2016 à 2019. Aussi 2 apparitions dans la célèbre émission Fort Boyard. Tu participes à Danse avec les stars en 2019, montrant ta polyvalence et ton dévouement justement. Dernièrement, tu rejoins également la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste en septembre 2023. Et encore, c'est... Pour ne citer que celle-ci, il y en a bien d'autres. Aussi, tu es passionné de poker. On en parlait encore il y a quelques instants, devenant même l'ambassadeur de Winamax et co-animateur sur RMC de Poker Show, de Moonfight sur Winamax TV également, jusqu'à participer à la Maison du Bluff, une émission qui retransmet justement les matchs de poker et la psychologie derrière cette discipline. Tu es aussi auteur du livre Père et Fils, notamment pour rendre hommage à ton papa, mais aussi auteur de la BD Moundir is Back. Tu es un père dévoué de 3 enfants et tu as aussi mené un réel combat contre le Covid-19 en 2021 où tu as frôlé la mort de très près et ça a justement fait pas mal de bruit autour de tout ça. Ça en fait des choses justement. Et merci d'être présent ici pour le déclic. J'ai hâte de faire cet épisode, je pense qu'il va être super intéressant. Moundir, tu viens d'une famille nombreuse avec 6 frères. Tu as connu une enfance riche en émotions et en expériences. Comment cette dynamique familiale a-t-elle construit l'homme que tu es devenu aujourd'hui et les valeurs que tu as? Alors déjà, merci de me recevoir parce que pour moi, c'est ma première émission des entrepreneurs. C'est un vrai plaisir d'être là. Et pour répondre à ton magnifique travail, je suis issu, moi, si tu veux, d'une génération où nous avons été éduqués ce qu'on appelle avec le code de l'honneur et de personnes investies. Je ne fais que retransmettre et de retranscrire ce que mes parents ont fait et nous ont inculqué, c'est-à-dire la valeur des choses et l'engagement que j'ai en tout cas, c'est que en voyant mes parents travailler très dur, ça nous a éduqués et endurcis. Donc j'ai encore énormément de souvenirs. C'est vrai que je le raconte dans mon livre qui a été coécrit par Olivia Caram, qui est une exceptionnelle auteur et écrivain. Si tu veux, le patrimoine qu'on a, nous, ce n'est pas dans un testament. C'est ce qu'on nous inculque et ce que nous, ensuite, on va faire avec. On te donne un pouvoir, à toi de l'amplifier et de le retransmettre. Pas pour en faire des choses négatives, mais plutôt côté positif. Ce que j'ai appris, je le retransmets à mes enfants. D'ailleurs, j'ai appelé mon fils comme le nom de mon père.
Ouais. Et justement, parlons-en, ton père a joué un rôle énorme dans ta vie et son départ en 2005 a été un tournant dans ta vie, jusqu'à écrire du coup un livre pour lui rendre hommage. Peux-tu nous partager comment cela a influencé ta manière de voir la vie, de voir les choses et tes ambitions? La manière dont j'ai été influencé, en tout cas sur mon parcours, où je pourrais dire que c'est un parcours en chemin de croix de fer, je dirais en fait que je reprends la continuité de ce qu'a fait mon papa, paix à son âme, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas eu meilleur formateur et d'exemplarité en tout cas de vie et de travail. Mon père était quelqu'un d'extrêmement dur. Il était d'une génération, suite bien évidemment à une histoire un peu particulière qui est l'histoire de la colonisation de l'Algérie française. Il a subi, comme avec ma mère, bien évidemment certaines choses qu'on pourrait imaginer durant une colonisation, mais il a su en tout cas avoir le courage, parce que à l'époque la majorité c'était 21 ans. Et lorsqu'il a immigré en France clandestinement, c'est parce que juste avant l'indépendance, l'Algérie allait se nationaliser. Donc ça a été quelque chose de très très dur. Donc ma grand-mère, donc la maman de mon papa, paix à son âme, lui a dit: il ne faut pas que tu restes ici, il faut que tu partes, il faut que tu sois un homme. Et mon père rêvait d'aller aux États-Unis, mais il a trafiqué, il s'est laissé pousser la moustache, il a trafiqué la signature en imitant la signature de son papa, paix à son âme, et il est monté dans un bateau, il ne savait pas où c'était lequel. Et en fait, c'est un bateau qui l'a ramené à Marseille. D'accord. Et donc là, arrivé à Marseille, il avait à l'époque 1,50 franc. C'était ma grand-mère, sa mère qui lui avait donné, donc, ce qui était ce qu'on appelle une toute petite fortune à l'époque, et qu'il avait dû faire Marseille-Paris à pied. Voilà. Ça me permet de rebondir parce que ce genre de parcours est vraiment inspirant et fait relativiser beaucoup de choses. Tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, qui sont des gens qui ont envie de faire des choses. Et souvent, on se trouve des excuses lorsque l'on a envie de se lancer. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais vraiment y arriver? C'est peut-être trop dur, le regard des autres, etc. Et lorsque tu me racontes, par exemple, ici... Le parcours de ton papa qui finalement s'est battu pour pouvoir offrir une vie meilleure à sa famille par la suite, etc. C'est honorable, c'est noble. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en regardant ce qui se passe autour de nous, que de moins en moins de gens ont justement ce courage, cette détermination et cette conscience de la chance que l'on a. Qu'est-ce que tu dirais à cette nouvelle génération qui justement doit prendre conscience de la chance qu'elle a et doit suivre ses ambitions et se donner les moyens d'eux? C'est une super question, parce que je pense que dans ta question, c'est autant de chemins que de pèlerins pour y répondre. Je dirais à cette nouvelle génération qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur histoire. C'est avec l'histoire qu'on arrive à se forger au-delà de l'éducation de nos parents. Quand on est... il y a une chose qui est magnifique, il y a une arme qui est exceptionnelle ou que nos parents nous ont donnée, qui est universelle, c'est la bibliothèque. C'est apprendre, lire, aller se mélanger, ne pas chercher d'excuses. Tu parlais d'excuses tout à l'heure. Les excuses, c'est un peu pour ceux qui pensent. Tu vois, je dis souvent que les gens qui pensent, ce sont les gens qui perdent. Moi, je suis sûr d'eux. Quand je m'engage, je sais que dans ce chemin, il va y avoir des embûches, mais que ces embûches-là, il va falloir les apprivoiser et les surmonter. J'ai la chance, en tout cas, dans mon patrimoine familial, que l'histoire, en tout cas, de mes parents et de mes grands-parents, est extrêmement riche en termes de, je dirais pas survolté, mais en tout cas en termes de patience et de rédemption. Nos parents ont émigré en France pour qu'on n'ait pas à subir ce qu'eux ont subi. Donc on se doit d'ouvrir leur sac et de se dire: tiens, on va voir ce qu'il y a dedans. Ça va nous forger pour l'avenir et aussi pour l'avenir de nos enfants. Actuellement, eux, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous, on a actuellement aujourd'hui. Encore, moi, à 50 ans, cette nouvelle génération est un peu, pour moi, je suis un peu dépassé, alors que nos parents disaient que nous, votre génération, déjà, on est déjà perdu, parce que je ne suis pas issu de l'Internet. Moi, en tout cas, j'ai connu Internet très, très tard, bien évidemment. Mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que cette nouvelle génération, si vraiment demain, ils veulent être des gens déterminés, il va falloir qu'ils se rapprochent de leur histoire, de bien la comprendre, et ensuite de se l'approprier, pour qu'ils puissent avancer pas par pas et éventuellement retransmettre. Ça, c'est important. Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus.
Toujours dans tes débuts, tu as commencé du coup en 2003 ta carrière à la télé. Tu cumules plus de 20 ans d'expérience télé, 20 ans d'expérience télé dans cette industrie. Ouais. D'où te vient on va dire ce déclic finalement où tu te dis je vais démarrer une carrière dans la télé et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça me stimule, j'ai envie et quel a été l'élément déclencheur? Je viens d'une éducation où mon père me disait tu as 10 doigts pour 10 métiers. Et moi, la télé, je suis tombé en fait par hasard. Je n'étais pas très doué à l'école. J'aimais le sport et l'histoire. Et j'ai un peu galéré au début de ma vie parce que pour moi, ce qui comptait, c'était le sport, les sorties. Un monde en fait qui n'existe pas trop. À l'usure, on s'use. Et un jour, pour gagner de l'argent, on cherchait, à l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Paris Boom Boom. Je ne pense pas que tu aies connu ça. Et en fait, c'était un journal gratuit où il y avait énormément d'annonces, justement, de boulot, mais aussi des annonces un peu dégueulasses, tu sais, comme les propositions « cherche fille pour jouer au flipper », tu vois. Okay. Et un jour, je vois dans cette annonce-là qu'ils cherchaient des personnes non-fumeurs. Alors, je dis, c'est génial, payer 3000 francs à l'époque. Payer 3000 francs, c'était juste avant qu'on passe à l'euro et tout ça. Et donc, je vais là-bas et en fait, c'était un espèce d'hôpital clinique où en fait, on faisait des tests sur des gens qui étaient non-fumeurs pour des fumeurs. Et il fallait rester 8 jours, c'était payé 3000, mais il fallait rester allongé, on te piquait, on prenait ton sang. Enfin voilà, on faisait des tests, mais c'était des tests sains. Donc, j'ai dit, go, bingo, quoi. Et lorsque je suis arrivé là-dedans, où c'était quand même une ambiance un peu particulière, parce qu'en fait, il y avait que des pauvres comme moi qui y allaient. Et il y avait la télé, et puis à ce moment-là, je vois une fille qui s'appelle Amel, qui est la gagnante de Koh-Lanta 2. Et je vois bien évidemment sa famille fière d'elle lorsqu'elle gagne. Et je lui dis, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire cette aventure de Robinson. J'ai fait un peu le tour sur Paris sportivement et tout. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai du temps à tuer. Autant y aller. Donc, je me souviens, je remplis mon dossier... alors que j'avais pas le droit de sortir, je demande à la secrétaire avec qui je m'entendais très très bien, elle me sort un dossier, je remplis, je trouve des photos et puis j'envoie ça et ensuite bingo. Le reste bingo quoi. Magnifique. On va en parler justement de toute cette carrière et de cette réussite finalement, parce qu'aujourd'hui Moundir, tu fais partie des personnalités plutôt bien connues en France à la télévision et en plus il y a un point que j'ai vraiment envie de soulever, notamment par le fait qu'on a quelques amis en commun également, on a pu pas mal échanger, etc. Tu gardes vraiment les pieds sur terre et tu es d'une humilité qui est juste folle, même on l'a ressenti par nos différentes interactions pour préparer l'épisode, que ce soit avec moi ou avec les membres de l'équipe, et je tiens vraiment à le dire publiquement et merci pour ça. C'est moi qui te remercie. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils ont même une petite réussite, malheureusement perdent ces valeurs et cette humanité qui te tient tant à cœur et ça se ressent énormément. Et je tiens du coup à le dire ici. Avant de venir justement à partir de 2003 où tu es présent et même omniprésent sur bon nombre de programmes et qui fait le Moundir qu'on connaît aujourd'hui, avant 2003, tu te dis... voilà, je cherche les petites annonces, je galère. Pour reprendre ton propos, on était là, nous les pauvres, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant 2003? Qui est le Moundir d'avant le Moundir que la France connaît? Juste avant 2003, moi j'ai eu la chance d'être dans un cursus où j'étais basketteur semi-pro. Donc le basket était toute ma vie. Je te le disais tout à l'heure, j'aimais l'histoire et le sport, et c'est vrai que moi j'étais un peu comme Tom Sawyer, quoi. J'aimais courir et j'aimais lire, mais après pour le reste, tout ce qui est maths, français et compagnie, je regardais plutôt les nuages, j'étais plutôt du côté du radiateur, tu vois. Mais ça faisait partie de l'enfant que j'étais, qui rêvait des États-Unis, qui rêvait de voyager et tout ça, mais parce que nous on habitait de l'autre côté du périph', et l'autre côté du périph', on était limité dans nos rêves, parce qu'on nous disait tu peux pas aller là-bas, on savait pas que les Champs-Élysées existaient. Enfin moi il y a plein de choses que j'ai connues très très tard. À la suite de ça, une fois que j'ai quitté l'école après mon BEP, j'ai fait tous les boulots. Je plaçais les barres opus, les structures opus le matin. J'ai travaillé à la Comatec, j'ai ramassé la merde, j'ai fait les marchés, j'ai travaillé aux impôts, au service postal.
parce que je viens d'une éducation où il n'y a pas de feignants chez nous, donc il fallait bosser et montrer que la vie n'était pas uniquement de jolis nuages et de jolies filles. Donc j'ai toujours bossé, j'ai pas eu de ce qu'on appelle de zone perdue. Donc il fallait bosser et c'était comme ça. Puis, il n'y avait pas Internet, donc pour le coup, on n'était pas connectés. C'est-à-dire que nous, il fallait être connecté à la vraie vie, à la vraie réalité. Là, Internet, comme je le dis, c'est un monde qui n'existe pas. Combien même ça nous rapproche du monde, mais c'est un monde qui n'existe pas. Donc voilà, donc j'ai enchaîné les boulots. En tant que je faisais le basket et je pensais que cette vie-là me suffisait. Et en fait, non. Ok. D'où la décision de vouloir ensuite aller à la télé, etc. ou Non, parce qu'en fait, dans un chemin comme ça, quand tu enchaînes de boulot en boulot, tu ne construis pas en fait. Tu survis. Ouais. Tu survis parce que tu es d'une famille de travailleurs et que je n'avais pas trouvé mon élément déclencheur, si tu veux, qui faisait en sorte de dire ok, bah voilà, moi j'ai fait les études, j'ai eu ce diplôme, je vais aller dans cette branche. Non. Je te disais encore, j'ai 10 doigts pour 10 métiers. Il fallait que je touche un peu à tout et que je trouve le déclic comme quelqu'un qui veut tomber amoureux ou qui tombe amoureux sans le savoir. Ouais. Et à ce moment-là, la télé est arrivée à un moment dans ma vie où effectivement, ça allait me donner une direction. Ensuite, laquelle, je ne sais pas, mais je savais qu'en faisant cette aventure-là, il allait se passer quelque chose. C'était comme une évidence. Et quand je fais cette émission-là, je vois l'animateur qui est Denis Brognard et je lui dis, mais c'est génial ça, j'aimerais bien être animateur. Alors qu'à la base, je n'y allais pas là-bas pour être animateur. Il y avait que 6 chaînes, il y avait que deux chaînes qui faisaient de la télé-réalité, M6 et TF1. Et il n'y a pas tout ce mass market aujourd'hui avec la TNT, le câble, le satellite. Et donc je dis, c'est génial, mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et justement, cette prise de conscience que tu as lors de cette première émission avec Koh-Lanta me fait parfaitement rebondir sur cette question qui concerne plus ta carrière. Tu as eu 2 parties de visibilité finalement sur ta carrière à la télé. Il y a Moundir le candidat et Moundir l'animateur. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'animation après avoir donc été participant de certaines émissions, et comment tu as vécu le changement entre le côté candidat et le côté animateur ? Ah ouais, c'est le chou et le chou-fleur. Pour le coup, c'est pas la même cuisson. Lorsque je suis candidat et que je vis cette aventure pleinement avec une grande insouciance, parce qu'on a connu vraiment la télé où une aventure était une vraie aventure. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu reviens sur Paris, c'était vu par des millions de gens. D'un seul coup, le regard change sur toi. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui à la base ne s'ouvraient pas, mais ce n'étaient pas les bonnes portes finalement. Un peu ce monde éphémère de Cendrillon, quoi, tu vois. Tu penses que le carrosse est beau, mais en fait c'est une belle citrouille. Et que les contrats ne se signent pas le soir, dans les soirées, comme ils appellent people, mais le matin de bonne heure. Donc je vois tout de suite que en fait ce monde-là n'est pas pour moi. Je teste, et je vois que c'est absolument pas pour moi, de par mon éducation et de par la richesse de ce qu'on m'a enseigné. Les valeurs, le fait de se lever le matin de bonne heure, de pouvoir aller chercher sa croûte, de voir mes parents travailler très dur. Et je me suis dit, non, ce chemin-là est trop facile, un peu comme Pinocchio qui pensait que, mais en fait, non. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que la réalité me rattrape. C'est-à-dire que tu as envie d'être animateur, mais il ne suffit pas d'être candidat pour être un bon animateur, comme un bon sportif qui pense être entraîneur. Il va falloir passer des étapes, rencontrer des gens, être patient, avoir sa chance. Mais il y avait 2% de chance où, allez, je dirais, c'était même pas un 80-20 comme on dit au poker, mais j'avais même pas 2% de réussir à être animateur. Parce que j'ai fait 2003, donc j'ai commencé en 2003. Il y a eu ce qu'ils appellent eux la traversée du désert. Mais bon, moi, entre Koh-Lanta et la diffusion, je continuais toujours à bosser. Donc j'étais plagiste à Saint-Tropez à la Voile Rouge et
dans une résidence de charme, alors qui n'est pas un bordel bien évidemment, mais c'est des résidences où ce sont 6 chambres qui sont extrêmement luxueuses, où une certaine clientèle qui vient et où moi je m'occupais du jardin, je faisais la piscine, enfin voilà quoi, tout ce qu'on appelle de la manutention. Et en même temps je passais à la télé. Donc ça c'était assez drôle. Et c'est vrai que de 2003 à 2009, donc j'ai bossé tout en bien évidemment démarchant, en essayant. Mais les portes, en fait, elles se fermaient, on nous la fermait sans nous l'ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne nous recevait pas. On ne me recevait pas parce qu'il y avait cette étiquette de candidat de télé-réalité. Et en fait, on pensait que c'était un Eldorado, mais c'est un Eldorado vide. C'est vide, c'était vide. On était déjà catalogués. Donc, le fait de faire de la télé-réalité, d'avoir des origines, c'est-à-dire le sac commence à peser. Mais pour qu'on s'habitue à ce poids-là, il faut pas lâcher. Donc par la suite, ce qui est intéressant, c'est que je restais toujours focus. Je dis un jour j'y arriverai quand, je ne sais pas, mais je sais que j'y arriverai. C'est-à-dire que je n'ai pas couru après 3 lapins, j'en ai visé un et je ne l'ai plus lâché. Parce que d'habitude, dans ce métier-là, il y en a beaucoup qui courent dans tous les sens. Finalement, ils se perdent et on les retrouve un peu, comme disait Eddie Mitchell, au cimetière des éléphants, quoi, tu vois. Et puis ensuite, de 2009 à 2014, on me donne ma chance. Donc 2003, 2014. 11 ans. 11 ans. 11 ans pour que une femme croit en moi, dans ce métier-là. Ce qui est quasiment, pratiquement impossible pour un mec comme moi. 14 ans. Et cette femme s'appelle Alexia Joubert. Ouais. Et justement, j'ai envie de revenir sur un concept qui est extrêmement important ici, c'est que tu le dis, 2003-2009 déjà, c'est considérable. Et puis ensuite, du coup, au total, c'est 11 ans. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes même également, mais beaucoup de gens veulent tout de suite. Aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, on est dans l'ère de l'obsolescence, on est dans l'ère de tout va vite, tout est rapide. Et encore plus, je pense, dans l'entrepreneuriat, tu sais, où les gens veulent être riches en 3 ans. Sauf que ça n'existe pas. Totalement. Il y a beaucoup de prétendants pour 1 ou 2 élus. Et ça, c'est une réalité que moi, je me tue justement à mettre en lumière. Et non, je leur dis, l'entrepreneuriat n'est pas rapide, n'est pas simple, n'est pas facile. Et ce, quelle que soit la discipline finalement, que tu désires faire une grande carrière dans le showbiz, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, peu importe, c'est à chaque fois pareil. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as justement cette persévérance, cette conscience, cette envie? Parce que aujourd'hui, on parlait avant de poker, de trading, etc. Tu sais, c'est comme quand tu analyse un jeu ou analyse un trade gagnant et tu te dis « Ah, mais c'est évident, c'était comme ça » et tu sais l'expliquer. Et lorsque justement tu expliques ce traversée du désert, pour reprendre tes termes, on se dit « Mais c'est évident, aujourd'hui quand on voit la carrière que tu as eue, que tu as encore, que tu auras demain, on peut se dire « C'est évident ». Sauf que quand tu es sur le terrain et que tous les jours tu te réveilles et que porte après porte on te les ferme, voire même on ne te les ouvre même pas, et que peut-être même ton entourage doute peut-être, ou en tout cas les gens autour de toi se disent mais attends, qu'est-ce que tu fais, etc. Est-ce que tu es sûr d'eux et autres. Là, ça demande une vraie force de caractère. Et je pense qu'il y a vraiment des leçons qu'on peut partager à celles et ceux qui nous écoutent à ce sujet. Bien sûr. Ce qui est important de savoir, c'est que on croise souvent un dessin que tout le monde a vu, tu sais, c'est la face cachée de l'iceberg, où tu vois tout le succès qui est en haut, ouais. Les cadeaux, la notoriété, tout ça, et en dessous, le désastre. Et je pense que tous ceux qui sont pressés de réussir, s'ils savaient, en s'engageant en tant qu'entrepreneurs, on leur montre, c'est-à-dire qu'ils ont un peu comme Retour vers le futur, on leur donne leur almanach, tu sais, on leur dit, ben voilà par quoi tu vas passer. Personne ne signe. Personne. Moi, j'ai vécu en précarité pendant 2 ans. J'ai dû essuyer énormément de portes fermées, de fausses promesses, d'engagements ratés. Et si vraiment j'avais gardé tout ça, je pense que d'abord, je ne serais pas devant toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être être dans un chemin obscur, parallèle. Non, bien au contraire, je pense que la réussite, elle est extrêmement minime dans l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de rencontrer des très très grands entrepreneurs et
visiblement, quand je les regardais, quand je parlais avec eux, je trouvais que c'était des gens très pauvres. Parce que humainement, ça dégageait rien du tout. L'argent a pris le dessus, leur succès a pris le dessus. Et ils étaient totalement déconnectés de ce qu'ils étaient à l'époque. Il n'y a pas de grand entrepreneur quand tu démarres pas petit. Ça n'existe pas, à moins de faire partie d'une très très grande famille. Et que tu arrives et que papa il est déjà bien placé, il prend son fils pour protéger les biens de la famille et il le place. Le plus important je dis souvent que la galère est mieux que le succès. Parce que la galère te forge, le succès ne te forge pas. Le succès, c'est quelque chose c'est comme une victoire. C'est-à-dire, tu es content pendant 5-10 minutes, mais le lendemain, c'est un autre jour, il va falloir se renouveler, repenser, savoir s'entourer, d'écouter les bons conseils, de ne pas avoir d'ego, que le succès peut être une maladie très dangereuse, encore plus en télé, bien évidemment, et que aujourd'hui, les gens qui veulent réussir extrêmement vite perdent extrêmement vite, tout simplement. Pour, en tout cas, dans ce monde, en tout cas, virtuel, où on est en plein dedans, en tout cas, mes enfants, peut-être qu'ils seront encore plus avancés que moi je le suis. Quand tu as à la télé des gens qui se vantent de dire je touche tant par mois et compagnie, il y a la fiction, il y a la réalité. Il y a plein de choses qu'on pourrait débattre de tout ce que tu veux, mais les gens qui sont des très très grands, c'est parce que dans la dureté, ils ont été très grands. Ils ont été dignes dans la défaite, ils ont été dignes dans le refus, ils ont été dignes dans la trahison, ils ont été dignes d'avoir tout perdu et qu'ils ont remonté les manches. Ils ont dit ok, on reprend, c'est reparti. Et bien évidemment, l'entourage qui est très important. Moi, ma femme a été un élément extrêmement important dans ma réussite, dans cette réussite-là, en tout cas dans cette construction. C'est encore une fois, il y a pour te dire que quand on parle d'évolution, moi il y a 3 ans, je sors d'un Covid, donc je travaille plus, je quitte W9 pour des raisons bien évidemment parce que j'avais besoin qu'on me mette avec les meilleurs pour en tout cas avoir les meilleures audiences et avoir un programme où je peux me friter avec les meilleurs animateurs en prime time. Quand on ne me le propose pas, donc je quitte, je tombe malade. 3 mois pour me remettre, 1 an totalement, 1 an et demi pour vraiment tout récupérer. Et entre-temps, je ne travaille pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait faire ? Il fallait que je remette mon costume de combat, étant marié, avec des enfants. Et c'est là où c'est bien d'économiser parce que les économies nous ont permis de pouvoir respirer à la pipette. Tu vois, je dis respirer à la pipette, un peu comme à l'époque. Les combattants thaïlandais face aux ricains qui restaient dans la rizière avec une petite paille et qui les tapaient un par un. Et pendant 3 ans, on a commencé à écrire et j'ai dû m'entourer de gens de lumière, quoi. Et donc, on a écrit. Je dis, si je dois revenir encore plus fort que je l'étais. Mais pour ça, il va falloir prendre du temps, effacer tout ce qu'on a fait et de regravir quelque chose. Donc, avec la patience, on est toujours récompensé. Complètement. Et justement, tu parles notamment de ta femme. On sait que tu es très proche justement de ta famille, ce qui est normal, mais je veux dire, tu l'exprimes énormément et c'est quelque chose de très important pour toi. Cet équilibre que ça t'offre, enfin j'imagine que ça t'offre justement un équilibre, tout ça, tu le fais pour eux, pour toi. Tu le fais pourquoi, justement, tous ces projets, toute cette envie, toute cette force, finalement, cette force de caractère que tu as ? Le socle familial, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les gens qui ont cette chance d'être issus d'une famille nombreuse. Je suppose que tu as reçu des entrepreneurs ici qui n'avaient sûrement pas de famille, qui se sont fait seuls, qui ont réussi, mais qui ont réussi aussi avec des gens qui les ont accompagnés, qui considèrent comme leur famille. Et quand, malheureusement, tu sais, on dit que les parents deviendront des enfants et que les enfants deviendront des parents. Quand tu n'as plus l'un de tes parents, c'est toi qui prends la relève. Quand tu n'es pas l'aîné de la maison. D'accord ? Et quand tu prends cette relève-là, le socle familial te permet de faire les bons choix et surtout de bien construire. Ça, c'est une force qui n'a pas de valeur.
la famille, c'est... Quand on dit c'est la famille, des fois sûrement t'as des gens qui disent mais ça c'est la famille et compagnie. La famille c'est la confiance, la famille c'est la sûreté, la famille c'est les gens qui ne te trahiront jamais. Bien évidemment, il existe des histoires, en tout cas moi je parle pour la mienne, c'est que on est d'une génération où on n'avait pas peur de s'échanger les affaires avec mes frères et moi. Et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouveras jamais. On n'avait pas besoin du dernier téléphone ou de la. On avait pratiquement les mêmes chaussures, le même pull. Et ça, c'est des valeurs qui te chargent à mort. Ça, même les mecs qui font HEC ou alors qui font West Point ou Saint-Cyr, ils n'ont pas ça. Ouais. Ouais, cette entraide justement, ce partage et cette cohésion, je te rejoins, et ce sont des valeurs qu'on a dans différentes disciplines aussi. Par exemple, je recevais quelqu'un qui mettait en exergue ce que le scoutisme lui a apporté dans la vie justement. Il a fait 20 ans de scoutisme et c'est un grand entrepreneur justement, et je te rejoins complètement. Pour revenir à la partie carrière, au fil des années, tu es devenu un visage, une figure emblématique dans le monde de la télé-réalité, notamment avec Moundir et les apprentis aventuriers. Aujourd'hui, tu critique ouvertement et avec force les travers de certains influenceurs, surtout en ce qui concerne leur méthode promotionnelle que tu juges parfois trompeuse, fallacieuse ou mensongère. Vu ton expérience directe avec eux, notamment dans les émissions, est-ce que cette expérience t'a permis d'identifier que certains avaient justement des intentions qui étaient plus mercantiles que bienveillantes, et que du coup c'est cette cette dissonance entre tes valeurs et les leurs qui fait que tu t'exprimes de cette façon-là par rapport à ça, et aussi le fait que, tu l'as évoqué tout à l'heure, on prenait le parallèle de l'entrepreneuriat, mais beaucoup de jeunes voient ces influenceurs ou autres comme étant une réussite extraordinaire, et aujourd'hui il y a de plus en plus d'enfants qui disent plus tard j'aimerais être influenceur, sans connaître tous les tenants et aboutissants et en pensant que c'est réellement un accomplissement et un métier. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet justement ? Là-dessus, je suis formel, bien évidemment, que ces influenceurs, en tout cas, je parle 80% des candidats de télé-réalité dits influenceurs ou influenceurs, ce ne sont pas des travailleurs. Ce ne sont pas des gens qui ont le respect du travail. Ils ont connu une ascension où c'était une nouvelle génération de candidats de télé-réalité suite à l'ouverture de la TNT, donc le câble. Ils étaient des super candidats, parce que moi j'ai commencé en 2014 où je suis intervenu dans certaines émissions de télé-réalité, et ensuite eux, là où ils ont commencé bien évidemment et là on en revient au travail, l'argent facile ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même ceux qui vendent de la drogue ou ceux qui font des trafics en tout genre, ils sont obligés de se lever le matin, prendre des risques et machin, même si ce sont des risques qui, quoi qu'il arrive, seront perdants. Ce qui est arrivé avec ces gens-là, c'est que c'est un peu comme le Canada Dry, tu vois, c'est doré comme l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ils disent qu'ils gagnent de l'argent, mais en fait, c'est de l'argent qui est pris illicitement. Ce ne sont, quand ils font du trading, quand ils font toutes sortes d'escroqueries, ce ne sont pas des gens bienfaisants. Ça, c'est tout le côté néfaste de ce miroir aux alouettes, parce qu'ils se sont pris au jeu. Ils pensaient que ça allait durer, mais ça n'a pas duré. Donc quand tu as une popularité, parce qu'il y a la popularité et le travail. Il ne faut pas croire que la télé, on touche beaucoup d'argent. C'est faux. C'est totalement faux. Un candidat, ça ne touche pas beaucoup d'argent. Ça touche, mais ça ne fait pas d'une vie en sécurité. Donc quand il y a des gens qui effectivement les mettent en avant, d'accord, en leur disant tiens, je vais te donner tant et tu restes chez moi. Ok. Donc ils restent chez eux. Donc ils touchent de l'argent, mais au bout d'un moment, cet argent, il y a une économie qui est réelle et qu'on ne peut pas tromper. Quand tu payes un candidat à 300 000 entre guillemets par mois, tu dois en faire rentrer combien pour que tu donnes 300 000, surtout en France? Mais c'est sûr que c'est même Rothschild, je ne pense pas qu'il paye ses meilleurs gars à 300 000 par mois, quoi. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, on va te montrer avec ce phénomène d'Internet que tout est beau, tout est joli, regarde. Enfin, c'est la vie parfaite. C'est un dessin animé, le truc.
Tu vois, mais qu'en fait, quand tu éteins Internet, ça en est guère. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout se casse la gueule. Ils sont rentrés dans le trading, alors qu'il y a des gens qui ont fait des études dans le trading. Tu sais de quoi tu parles. C'était que des arnaques. Il n'y avait rien de trading, il n'y avait rien de Bitcoin. Ils sont rentrés dans les placements frauduleux, pareil. Enfin, mais ils attaquaient qui? C'est que les gens de la masse populaire. C'est pas les gens de la haute société qui achètent leurs produits de merde. Ouais, complètement. Et justement, il y a eu beaucoup de dérives dans cette industrie des influenceurs. La question que je me suis beaucoup posée, moi, d'un œil extérieur et d'un œil plus d'entrepreneur, c'est les émissions, les télés ont conscience que du coup, elles donnent beaucoup de visibilité à des jeunes qui cherchent la gloire rapide, etc., et qui veulent ensuite la monétiser, parfois même à plusieurs reprises d'affilée. Et tu l'évoquais tout à l'heure, je sais plus si c'était tes termes exacts, mais finalement, moi, ça m'a fait résonner une phrase dans un film très connu qui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et finalement, est-ce qu'à un moment donné, il y a un filtre, il y a une réflexion où les télés, par exemple, les émissions se disent « Ok, là, on a un candidat qui peut-être a du potentiel, mais de par ses pratiques un peu frauduleuses qui sont déjà passées l'année précédente suite à la visibilité qu'il a eue, on ne va pas forcément réitérer pour protéger justement notre audience, ou pas du tout, parce qu'il y a une course à l'audimat et il y a une course justement à l'envie de faire en sorte que le programme en question fonctionne. Je m'explique, dans mon cas, à mon humble niveau, je sais que lorsque je vais donner un conseil, par exemple entrepreneurial, publiquement dans un podcast ou autre, ça peut avoir des impacts et des incidences relativement importantes sur la vie des gens, sur leur entreprise et donc même sur leurs salariés, leur travail, etc. Donc tu te dois justement d'avoir du recul et de faire attention, ou typiquement la typologie de gens que je vais inviter sur le plateau du podcast. On va faire une due diligence en amont pour, déjà, ne serait-ce que par respect pour l'invité, être préparé à l'échange, pour apporter un maximum de valeur à l'audience, mais aussi pour vérifier qu'auprès de l'audience, la personne qu'on a face à nous est réellement intéressante, légitime et a des valeurs qui sont similaires aux nôtres. Donc, c'est toute cette réflexion que je me suis posée, peut-être un petit peu trop bienveillante ou candide, mais qui, par rapport à moi, mes valeurs, me paraissaient importantes et je voulais te poser la question. Écoute, tu dis un mot, la bienveillance. À partir du moment où on est bienveillant, il ne peut que t'arriver de jolies choses. Ton émission, le déclic, tu ne l'as pas créé il y a 10 minutes. Tu as dû passer d'abord par certains chantiers avant d'en arriver là où tu en es avec l'audience que tu as et bien évidemment les masters que tu donnes et compagnie. Pour ce qui est de ces choix de candidats par rapport à une production et un diffuseur, il y a deux équipes. Il y a les producteurs qui sont là pour faire de l'argent et créer, et il y a les diffuseurs qui sont là pour diffuser et bien évidemment emmagasiner de l'argent, ce qui est leur métier avec les pubs et compagnie. Quand ces candidats-là, bien évidemment, font de l'escroquerie, en gros, pas vu, pas pris. Mais c'est qu'au bout d'un moment, ça ne paye plus. Pourquoi ? Parce que la vérité fait qu'en télé, tu ne peux pas prendre plus con le téléspectateur qui est. Un téléspectateur, au bout d'un moment, il n'est pas teubé, quoi. C'est-à-dire qu'il voit que tu l'arnaques, mais il se retire. Donc, une vie de mal-être et de mal acquis, tôt ou tard, tu payes. Et le problème, c'est que c'est pas eux, il n'y a pas rien qu'eux qui payent, mais c'est toute l'industrie de cette télé-là. Quand un programme est déprogrammé, c'est beaucoup d'argent qu'ils perdent. Et la différence que nous, on avait à l'époque, c'est que nous, on respectait la chaîne de diffusion, on respectait nos producteurs. C'était rare quand on parlait avec le producteur et compagnie. C'est-à-dire que nous, on faisait nos trucs et après, ça y est, quoi. On était justement en communication, on protégeait les valeurs de la marque dans laquelle on avait joué et basta. Mais aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y a plus de cadavres en télé-réalité que de gens qui ont réussi. Moi, si je te demande d'en citer 10 sur mes 10 doigts, si tu arrives à en trouver 10, parmi 3000 candidats depuis la création de la télé-réalité, il n'y en a pas énormément. Beaucoup se sont vautrés la gueule, et encore aujourd'hui. Parce que c'est de plus en plus jeune, ils veulent de plus en plus de rêves,
Et que les rêves, on les a pas en étant jeune, on les a en travaillant dur pour s'amuser dur. Mais pour s'amuser dur, crois-moi que quand tu bosses dur, parfois tu n'as pas trop le temps de t'amuser dur. Tu t'amuses avec ta famille, enfin tu fais des voyages et compagnie, mais tu penses à tout de suite ce qui va se passer demain. Moi, c'est mon cas, en tout cas. Mais c'est vrai que cette vague qui a pratiquement détruit un business et qui a fait passer d'autres business qui sont louables, comme le trading, comme les ventes dans l'immobilier ou tout ça. Enfin, tout ça, maintenant, on dit hop, hop, hop. Ils ont mis leurs pieds dedans. Ouais. Tu vois, on discutait tout à l'heure par rapport au trading. Tu me posais la question, pourquoi tu fais pas du Bitcoin et compagnie? Je t'ai dit non, trop d'arnaques. Enfin, c'est devenu un peu l'Eldorado de tout et n'importe quoi. Et les gens, bizarrement, ne s'attachent uniquement à de l'image. Donc, d'où te dire que les gens sont attirés par un succès, mais pas par rapport aux fondations du succès. Ouais, je vais utiliser une expression qui peut-être est vulgaire, mais on peut se permettre ici. Oui, je t'en prie. Si on veut, dit différemment et plus clairement, quand une merde explose, ça éclabousse. Totalement. Voilà. Et je te dis, c'est pas vulgaire. Oui. Bah, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui croient en d'autres choses, en leur étoile, voilà, ou d'une forme de lumière, d'attirance. Moi qui suis croyant, il est clair et net que le mal acquis ne profite jamais. Si tu gagnes à la sueur de ton front, on dit chez nous que les anges viennent chez toi et t'apportent une baraka comme une naissance. Mais quand tu voles le plus démuni en lui faisant croire qu'il va avoir ou qu'il va être milliardaire, alors qu'en fait non, tu vas lui prendre de l'argent, cet argent c'est comme du poison. C'est-à-dire que tu vas le faire rentrer dans ton couple, dans ton foyer, et quand tu regardes bien toute l'évolution de ces gens-là, ils ont soit fini divorcés, soit le fisc ou la DGCCRF leur sont tombés dessus, ils sont plus à la télé, ils te font semblant que tout se passe bien sur les réseaux, mais derrière c'est une catastrophe, c'est les ténèbres, et que le seul équilibre dans la vie, que ce soit pour un entrepreneur qui doit respecter ses employés, qui doit les payer à juste valeur, qui doit les respecter, ce qui est important, c'est d'être juste. On peut être dur, mais juste. Et quand tu es juste, tu réussis. Sur le long terme, bien évidemment. Mais tous les gens qui se dévient du droit chemin, tôt ou tard, ils payeront. Ça n'existe pas une vie où tu es heureux quand tu voles des gens. Même des entrepreneurs qui ont volé leur entreprise ou qui ne respectent pas leurs employés, ça existe, il y en a beaucoup, on a beaucoup de cas en France. La preuve, aujourd'hui, il y a des étudiants qui font la queue parce qu'ils crèvent de faim. On ne leur donne pas de boulot, enfin, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? La société se casse la gueule. C'est exactement ça. Et heureusement encore, il y a Internet aujourd'hui, qu'on peut démarcher depuis notre clavier, qu'on peut créer via une tablette, tout ça, machin. Mais faut-il encore se lever, investir dans du matériel, payer un studio, écrire, parce que ça, c'est pas une page blanche. Tu n'as pas commencé hier. C'est monter une trame d'émission. Je sais ce que c'est. De se dire, quand bien même je suis animateur et créateur, il faut que j'arrive à m'entourer de personnes qui vont pouvoir m'élever, ce qu'on appelle des gens de lumière. Parce qu'il n'y a pas de petites mains, c'est comme la presse, il n'y a pas de petite presse. C'est les petites mains qui font en sorte que tes mains, aujourd'hui, elles soient grandes et que tu te sens porté, comme on dit. Tu vois, et que l'ego ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est tout ce que moi, je vis et que j'ai vécu à travers mon éducation, en voyant mes parents travailler durement. Et cette phrase qui résonne sans cesse dans ma tête. Mon père me disait que mon meilleur salaire, c'est celui qui est content de mon travail. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler toute leur vie, qui n'auront pas, malheureusement, l'argent qu'ils veulent. Mais ce sont des gens, quand tu dis leur nom, tu dis « Ah ouais, lui, il m'a laissé la place propre. C'était un vrai travailleur et tout ça, machin. » Nous, on n'a pas le choix. Moi, j'enchaîne 4 boulots. Donc, il faut que ça soit net, propre. Mais pour ça, il faut que je me lève avant tout le monde. Il faut que je me couche après eux. Et il faut que j'apprenne très vite. Petite anecdote. Le jour où on m'a donné la chance d'être animateur, moi, je ne viens pas d'une école de journalisme. Je suis un mec de quartier
issu du monde populaire, où j'ai saisi la chance et on m'a dit « Est-ce que tu sais animer ?» J'ai dit non. Je dis par contre, place-moi là où tu veux, moi je serai bon. Et quand on m'a jeté dans cette émission, bien évidemment, que j'ai dû incarner et dont j'étais très fier, donc Mounir et les apprentis aventuriers, j'ai dû être bon tout de suite. On m'a mis une oreillette. C'était la première fois de ma vie qu'on me mettait une oreillette dans l'oreille. Je devais parler avec des candidats et en même temps avec... et ça, c'est un exercice... Ça, c'est la meilleure des écoles. Tu vois, on peut se dire les choses parce qu'on est en clairvoyance, toi et moi. Tu me disais tout à l'heure, je vais te donner le déroulé juste avant qu'on on, et je t'ai dit non. Je t'ai dit, j'ai envie de juste connaître ton travail sans que tu me le dises. J'ai envie de le découvrir. Bah, moi, voilà, c'est ça. Il faut que je sois bon. Là où tu me mets, je serai bon. Quand j'y vais pas, c'est que je suis pas sûr, je ne maîtrise pas, et que bien au contraire, je préfère regarder. Et c'est là où ensuite, quand je vois le producteur bosser, je dis, mais là, j'ai envie d'être producteur. Parce que ça, je peux le faire. Ah, c'est intéressant, justement. Tu avances, tu découvres et tu t'adaptes. Absolument. Ça, c'est des vraies compétences. C'est aussi des compétences d'entrepreneur, hein, cette capacité de résilience et de s'adapter à son environnement. On y reviendra, mais tout à l'heure, tu parlais justement de l'évolution des programmes, l'évolution de la télé. Et après toutes ces années dans le monde de la télé, en tant que participant et animateur, tu es sans doute parmi les plus aptes aujourd'hui à juger de son évolution. On voit que les programmes changent, les audiences aussi à la télé diminuent. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la télévision face notamment aux réseaux sociaux et face à ces différentes choses que tu as évoquées tout à l'heure ? Il y a deux choses. J'ai eu la chance, moi, d'avoir connu l'Eldorado de la télévision à l'époque où il y avait 6 chaînes, de TF1 M6. Et ensuite, il y a eu Internet, qui a été, je trouve, moi, pas un concurrent, mais plutôt un complément. Parce qu'ils ont aussi grandi, c'était une nouvelle technologie qui débarquait comme ça, où du jour au lendemain, on pouvait envoyer une lettre, enfin, on pouvait faire des vidéos, enfin, c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme un trésor. Tenez, je vous offre un trésor, soit vous le gaspillez, soit vous le faites grandir. Il y en a qui ont monté des startups tout de suite, qui ont éclaté, d'autres qui se sont cassés la gueule parce qu'ils voulaient faire de l'argent. Et la télé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, lorsqu'il y avait 6 chaînes, il y avait ce qu'on appelle des créateurs de formats. Mais ils achetaient des formats à l'étranger, d'accord, donc ce qu'on appelle une Bible, et ensuite, il la réadaptait sur le sol du pays concerné. Et arrivé, quand il y a eu la TNT, il y a eu ce qu'on appelle ces créateurs de formats, mais qui n'ont pas évolué, qui sont restés sur la même écriture en faisant ce qu'on appelle des petits frères. Donc, un programme qui marche, ils le gardent. Je vais t'en citer quelques-uns, mais tu vois, les Marseillais, jusqu'à 10 ans. Mais au bout du 7-8 ans, il n'y a plus d'écriture. C'est-à-dire que ça y est, c'est fini. Il y a eu la Star Academy, qui est une enseigne, qui est quand même un patrimoine, parce que ça a fait des millions, il y a eu des artistes qui en sont sortis, donc ça a commencé, ça a marché fort, ensuite ça a redescendu, ensuite ils sont venus le rechercher, ensuite ça a redescendu, et là, tu vois, ils sont revenus le rechercher pour pouvoir donner une nouvelle écriture et marcher. Le problème aujourd'hui, c'est pas que les émissions ne marchent pas, elles ne marchent pas, effectivement. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'il y a très très peu de génie en termes d'écriture, de créateurs de format. J'ai la chance, moi, d'être tombé sur ce qui est pour moi la lampe d'Aladin. C'est-à-dire qu'il doit y avoir ça, un peu comme la télé, c'est des cycles. Parfois, tu es au-dessus de la vague, comme dans l'entrepreneuriat, et parfois, tu es dans le creux de la vague. Moi qui étais sur la vague avec une belle planche, j'ai pas hésité à lâcher ma planche, parce que justement, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je n'aimais plus cette télé-là. Je n'aimais plus ces candidats, certains de ces candidats, les 80% qui prenaient des gens uniquement pour de l'argent et qui se la jouaient sur les tournages, et qu'il y avait plus d'humain. Donc il faut savoir se renfermer, réécrire. Et là, je tombe sur une personne exceptionnelle qui s'appelle Mo Benani, qui est un génie fini, qui est maintenant producteur, qui crée des formes originaux, mais qui est une tête, des génies quand on en voit très peu. Et je m'entoure uniquement des personnes qui sont toujours meilleures que moi. Ça, c'est un point extrêmement important. Totalement. Les gens qui m'entourent aujourd'hui, qui sont très peu dans ce métier-là, je peux t'assurer une seule chose, ce sont des gens très puissants, qui sont extrêmement intelligents. Et moi, je me sens protégé avec eux et ça me galvanise.
Il n'y a que comme ça que tu peux réussir en télé. Et bien évidemment, la télé, au-delà du talent et des gens qui sont autour de toi, il suffit que quelqu'un croie en toi. Un peu comme l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il n'y a que comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Donc là, j'ai la chance, effectivement, d'avoir toujours été... Parce que moi, je me mélange pas dans ma vie. Je me suis jamais mélangé. J'ai la chance d'être avec des gens exceptionnels. Vraiment exceptionnels, humainement. Et dans le boulot, c'est des tueurs. Mais des tueurs absolus. Et l'avenir me montre bien que j'avais raison. Il y a 2 points sur lesquels je veux rebondir. Un point qui est plus de culture générale de justement comment fonctionne le monde de la télé. Et c'est super intéressant que tu évoques cet élément d'acheter des formats à l'étranger, des bibles, et puis de pouvoir les réadapter. J'en parlais encore hier justement avec un des jurés de Qui veut être mon associé, où justement on voit... Anthony Bourbon, lequel ? Non, Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, d'accord. Et tu vois, on parlait juste avant de Shark Tank et de la façon dont ils ont dû l'adapter à la culture française, parce que tu vois, rien que dans le nom, Shark Tank, Qui veut être mon associé. Ouais, c'est Undercover aussi, Undercover. Exactement. Et c'est complètement différent, ne serait-ce que dans la nomenclature et dans différents éléments. Donc, il y a aussi cette notion de culture française où tu dois t'adapter à chaque fois que tu fais ça. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément connaissance du fait que ces formats existent déjà outre-mer ou ailleurs. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que je mets ce point en lumière, c'est que lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu n'as pas forcément d'idée ou tu ne sais pas forcément comment faire, ou tu fais face à un challenge et tu dois faire preuve d'ingéniosité, va regarder un petit peu autour de toi, mais pas que uniquement dans ton cercle, mais aussi ailleurs. Ouvre le champ des possibles et va voir un petit peu ce qui se passe plus loin, parce qu'il y a souvent déjà quelqu'un qui a fait face à ces problématiques. Au même titre que tu parlais justement des livres dans les bibliothèques, il y a toujours quelqu'un qui a déjà eu un challenge ou une problématique qui a écrit justement un bouquin là-dessus. Un autre point, tu évoques le fait que tu ne t'es jamais mélangé, ou en tout cas tu te mélanges très peu. Tu restes très proche d'un noyau dur d'individus en qui tu as confiance, en qui tu connais les valeurs et en qui tu sais que tu peux avancer. C'est un concept très très important où aujourd'hui les gens, souvent ils vont là où il y a de la lumière et puis ils oublient de cultiver justement leurs relations, de rester dignes à leurs valeurs. Et cette sagesse, elle est aussi rare que j'ai envie de justement appuyer dessus. Est-ce que tu peux justement exprimer pourquoi c'est si important pour toi que d'être digne à tes valeurs d'une part et d'autre part de rester proche de ce noyau dur, et quelles ont été les choses que ça t'a apporté, parce que souvent on a ce truc de l'objet brillant pour beaucoup. Et on se dit, ah, mais l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, non, il y a ça. Et c'est extrêmement difficile de faire ces choix parce que les personnes face à nous, beaucoup de gens sont égoïstes. Je dirais même tout le monde est égoïste fondamentalement et veut défendre son intérêt. Et lorsque, par exemple, il aurait envie, par exemple, d'avoir un Moundir, on va te vendre la chose. Rejoins-moi, fais ci, fais ça, etc. J'imagine que ça t'est arrivé de nombreuses fois. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu es resté digne justement à tes valeurs à chaque fois ? Qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul ? Alec, je ne sais pas si dans ta vie parfois tu es déjà rentré dans une salle et tu dis waouh, la lumière est super forte, ou tu pisses tes yeux comme ça. Ouais. Eh ben, c'est exactement ça sur laquelle il faut faire attention. C'est que toutes les lumières ne sont pas bonnes à prendre. J'ai appris au poker, par exemple, pour te faire un parallèle, que le meilleur bluff, c'est celui qui ment pas. Moi, je préfère aller dans des endroits qui sont sombres, où on crée notre propre lumière, sur laquelle on ne sera pas ébloui, mais on va pouvoir grandir avec, comme une lumière tamisée, par exemple, tu vois. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est totalement ça. Pourquoi ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. Je ne peux pas aller dans un endroit où tout est fait, où quand on me dit, écoute, toi, tu vas être la star, on va te donner ceci, on va te donner cela, tu vas voir ça, ne t'inquiète pas, personne ne va te parler, c'est toi le boss, tu nous dis, on exécute. Non, hors de question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle manière on va construire, comment c'est monté, quels sont ces gens-là, qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. L'intérêt du socle dur, c'est justement de construire ce qu'on appelle l'échafaudage, tu vois, les fondations, ce qui permet en cas de tempête, parce que c'est un peu comme un contrat, la tempête. Un contrat, on le sort quand ça va mal, on ne le sort pas quand ça va bien. Donc, si les fondations sont dures, peu importe que ça bouge, c'est sismique, tu vois. C'est un tremblement de terre, le truc tombe pas. À la moindre erreur, on est soudés ensemble.
dans ce milieu-là, il y a très très peu de choses qui sont soudées parce qu'on cherche à faire de l'argent très rapidement pour accroître une visibilité qui va leur permettre de monétiser. Mais en fait, on en revient pareil à la même chose. C'est-à-dire que le travail, la valeur de ce travail-là ne vaut que par le fait de construire et d'évoluer. Quand tu arrives, tu construis ton char, tu le la coque et compagnie, et ensuite tu vas à l'attaque. Mais tu pars pas à l'attaque comme ça, surtout dans ce genre de métier et même en tant qu'entrepreneur. La plupart, je prends souvent des exemples de gens qui disent ouais, le dropshipping, génial, on va faire fortune. Tu sais, il y a combien de cadavres dans le dropshipping ? C'est 99%. Hein. Merci. Et pourtant, t'as les soi-disant les numéros 1. Faites ma formation, c'est génial. Mais franchement, si t'es bon, tu fais pas de formation. Si t'es bon, tu gardes ça pour toi, tu fais grandir ton entreprise et tu fais pas de formation. Les formations à 99 balles, 500 balles, vous allez pouvoir de suite. Sinon, le monde ne serait pas fait en un jour, quoi. Enfin, c'est qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Et qui a comme un missile. Un missile, il démarre d'une base. Il ne démarre pas du ciel. Il faut qu'il démarre du sol pour qu'il puisse frapper fort. La lumière que je cherche, moi, c'est celle qui fédère et qui attire, pas qui éblouit. On n'éblouit pas les gens comme ça. Les gens que tu attires, c'est parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de confiance, ils savent que tes démarches, elle est saine, ils savent que ton travail il est respectable et respecté, et que quoi qu'il arrive, tu vieillis en même temps que ton succès. Moi, j'apprends qu'avec des anciens. Et c'est avec les anciens que tu avances. Ouais, c'est extrêmement intéressant et ça me fait penser, tu sais, c'est comme un chirurgien en fait. Chirurgien, tous les jours, il remet son titre en jeu. Il est sur le terrain et il se doit justement d'être fidèle à sa mission tous les jours et tous les jours être aligné, être au top. Totalement. Et ça, c'est... Excuse-moi de t'interrompre, pardonne-moi. Et tu sais comment on reconnaît un bon chirurgien ? Dis-moi. Quand tu consultes un chirurgien, par exemple, ça me parle, hein, parce que je me suis fait opérer des yeux. J'ai jamais eu à consulter un chirurgien. Quand tu vas voir un chirurgien, tu sais ce qu'il dit ? Consultez un autre de mes confrères pour avoir deux avis. Là, tu reconnais tout de suite le professionnalisme. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est pertinent et dans d'autres industries, par contre, ce concept, je l'ai déjà évoqué, je l'ai déjà vu, notamment, par exemple, un bon avocat, pareil, voit la meilleure stratégie. Tu as parlé du poker. Tu as un visage justement qui est reconnu dans le monde du poker. Tu es un acteur bien présent dans cette industrie. Qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans ce jeu et est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre justement ta personnalité de fonceur et le poker qui peut-être aussi t'a canalisé par rapport à ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, il y a des aptitudes et une attitude à avoir dans cette discipline. C'est une magnifique école, le poker. Alors, bien évidemment, je me dois de te dire, avant de parler de poker, que les jeux d'argent et de plateforme en ligne sont strictement interdits pour les mineurs. Et quand on parle d'argent, on parle d'argent responsable et qu'on joue ce qu'on peut perdre, pas ce qu'on ne peut pas perdre. Ça, c'est vraiment, en tout cas, la première des choses. Je suis tombé par hasard, un peu comme la télé. Moi qui suis, comme tu le sais, un grand fan de basket parce que ça a été toute ma vie le basket. Donc j'allais à Miami chez mon ami Edouard, qui est français, qui a réussi là-bas. Et donc je faisais mes préparations physiques là-bas. On allait au Dolphins Stadium parce qu'un de ses amis était préparateur physique là-bas. Donc j'avais la chance d'en aller. Et puis un jour, je rentre chez mon ami Edouard et la télé est allumée, c'est ESPN, et je vois des mecs avec des chapeaux, des lunettes, des capuches, et je vois toute cette effervescence qui bouge avec des J, des K, des 2, des trèfles, des carreaux. Et moi, je suis ultra intrigué parce que je trouve qu'il y avait un côté théâtral, et je voyais des mecs... Le mec me faisait penser un peu à Van Helsing avec les chapeaux, les cheveux longs et tout. Et je dis, mais excuse-moi, c'est quoi ce jeu-là exactement ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai pratiquement... moi, j'ai connu ça en 2010, donc j'ai connu le poker très très tard. Enfin, le jeu, je l'ai connu très très tard. Moi, je posais pas mes pieds dans un cercle de jeu. Les casinos, c'était pas mon truc. Donc c'est vraiment par hasard. Et donc là, il me dit, ça, c'est ce qu'on appelle du Texas Hold'em. Je dis, mais c'est quoi ça, Texas Hold'em ? Et il m'apprend les règles du poker. Une paire, deux paires, gagne une paire. Enfin voilà, et que je note sur un papier.
Parce que j'avais besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir comment cette trame, j'ai besoin de comprendre. J'ai pas envie de voir que des mecs habillés. Je veux comprendre pourquoi il y a 5 cartes, il y a 3 cartes au début, après il y a une 4e, une 5e. Et il me dit le soir même, viens, il y a une partie, ce qu'on appelle une partie entre amis, de cash game. Viens, on y va. Je dis ok, donc moi je prends mon papier, que je plie un peu comme un étudiant, et on y va. Je prends $100. J'ai la valeur de l'argent, donc je dis allez, je prends $100 et puis je fume pas, je bois pas. Donc je me suis dit bon, autant. Il m'a dit est-ce que tu es prêt à les perdre? Je dis écoute, pour apprendre oui, pour les jeter comme ça non, mais pour apprendre oui. Il me dit ok, et donc j'y vais et je ressors avec $800 dans la soirée. Donc je ne sais pas comment tenir les cartes, juste je regarde mon papier, tu vois, un peu comme un notaire, tu vois, qui cherche un petit peu la faute, tu vois, et je prends $800. Je dis, mais c'est super cool ce truc. Je rentre en France. Il y a l'aventure, la maison du bluff. Donc, j'arrive avec un niveau extrêmement médiocre. Je pense savoir jouer, mais je ne sais absolument pas jouer. Je me retrouve face à des joueurs qui savent jouer. Et comme c'est une télé-réalité, je n'ai pas l'impression d'apprendre. J'ai l'impression de perdre mon temps. Ok. Je perds mon temps. C'est-à-dire que là, non. Je dis. Et donc, quand je rentre, je finis cette émission-là, on est un peu invité comme toutes les émissions, et je vois qu'il y avait ce phénomène d'inviter, c'était l'émergence du poker online, et ils invitaient énormément de personnalités à faire des tournois de poker, mais qui coûtaient très cher, quoi. Enfin, c'est le ticket à 5K, quoi. Tu vois, donc je me retrouve face à des personnalités, mais je suis nul. Et je ne veux pas être nul. Donc un jour, je vais ce qu'on appelle au cercle Clichy-Montmartre à l'époque, et je rencontre 2 personnes qui s'appellent Ziad et Pascal, que j'embrasse très fort, qui sont des amis proches, qui étaient les directeurs justement de ce cercle de jeu. Et ils m'attrapent comme ça, ils me disent, écoute, on sent qu'il y a une attraction autour de toi, tu ne sais pas jouer au poker, on va te mettre quelqu'un qui sait jouer au poker, tu vas apprendre à jouer au poker, et ensuite on va capitaliser sur toi. J'ai dit bingo, génial. Et là, je fais une rencontre lunaire. 32 boulevard Clichy, je monte ce truc-là, et puis on m'ouvre la porte et je vois un gamin qui joue sur un tableau, il y a plein d'écrans, tac, 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 et il me dit est-ce que tu connais tes tables de multiplication? Moi, je le regarde bêtement comme ça. Il me dit, je ne peux pas t'apprendre à jouer au poker si tu ne connais pas tes tables de multiplication. Tiens, vas-y, va au tableau, vas-y, 6 x 6. Et là, je rentre dans un monde qui m'est totalement inconnu. J'ai 42 ans à cette époque-là, à ce moment-là. Et ces personnes-là s'appellent Guillaume Jenner, voilà, que tu connais, ouais. Voilà, qui est pour moi une rencontre exceptionnelle, avec qui j'ai beaucoup appris. Et durant plus de 7-8 mois, je sais ce que c'est que jouer au poker. Donc tous les jours, à prendre des notes, travailler la variance, on est monté crescendo, et mon jeu a évolué. Et c'est ensuite où on me présente à Winamax, et que Winamax me teste pendant 1 an gratuitement, où je vais dans le poker populaire amateur, donc c'est-à-dire le poker gratuit. C'est-à-dire que là où tu ne payes pas, ce sont des gens qui ont des clubs, mais c'est des clubs avec des licenciés. Tu as beaucoup de vieux, des passionnés qui n'ont pas les moyens. Donc moi, je me retrouve à me retrouver dans des montagnes, dans des clubs, dans des patelins, que je ne donnais pas de nom. Quoi, tu vois, pour moi, je ne savais même pas que ces lieux-là existaient. Ouais. Et je me retrouve à jouer avec des jetons tout pourris, des machins. Mais ça, j'apprends. Et pendant 1 an, sans toucher une thune. Et moi, j'emmagasine. Et je dis, il y a un truc à sortir là-dedans, il y a un truc. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec Winamax. J'ai signé en tant qu'ambassadeur, il s'est passé ça. Et j'avais dit, un jour, je serai champion. Je prendrai un titre sur Internet. J'ai chopé un titre sur Internet. Je dis, un jour, je serai champion, j'aurai un titre en live. J'ai gagné ce qu'on appelle un high roller à Marrakech parmi les meilleurs joueurs. Et j'ai gagné. Et j'ai dit, un jour, je serai champion du monde de poker. Et aujourd'hui, je fais tout pour être champion du monde de poker. Donc, j'ai su que dans cette partie-là, que pour être gagnant, il fallait que je sois payé pour jouer au poker. Puis j'ai rencontré des gens exceptionnels chez Winamax et ça fait 10 ans. D'ailleurs, j'ai re-signé 3 ans avec eux. Et le poker, à ce niveau-là, c'est pas juste un jeu.
Quand tu dis je veux être champion du monde, la plupart des gens qui nous écoutent peut-être se disent ok, il veut être champion du monde, cool. Non, la réalité, c'est, je vois finalement un sportif de haut niveau. Il y a un vrai état d'esprit à avoir. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi du sport de haut niveau lorsque tu veux pouvoir performer. La télé à haut niveau, c'est aussi du sport de haut niveau lorsque tu vas pouvoir performer et durer. Je pense qu'il est important de rajouter le mot et durer, quel que soit le sport finalement, quelle que soit la discipline. Cet état d'esprit justement de gagnant, mais de persévérant et de... Voilà, cette énergie, finalement, cette volonté de succès, de réussite, qui n'est pas anodine, qui dénote le fait de même devoir être un perpétuel étudiant. Tu l'as évoqué, pendant 1 an, tu vas travailler, étudier, apprendre gratuitement, etc. C'est pas donné à tout le monde, et pourtant, ça fait partie du chemin classique et indissociable de la réussite. Et peu de gens en prennent conscience, peu de gens le savent et veulent l'accepter. D'où ça te vient, cet état d'esprit ? Ah, mais ça, encore une fois, j'en reviens. Mon père était un acharné du travail. Et je dis souvent que quand tu ne lâches pas, ça paye. Tôt ou tard, ça paye. C'est pas en 24 heures ou en 48 heures. Mais si tu aimes ce que tu fais et que tu es déterminé, là-dessus, il y a aucune raison que ça ne paye pas. Ceux qui ont fait fortune vers la rue et vers l'or, c'est pas ceux qui ont trouvé de l'or. C'est ceux qui ont vendu des pioches et des pelles. Tu vois, parfois on dit que les constructeurs de ponts vont là où coulent les belles rivières. Pas forcément. Tu construis ton pont là où les gens vont pouvoir bien passer et vont être sécurisés. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'être sécurisé et de se dire qu'il y a un avenir là-dedans parce que tu peux apporter quelque chose. Et aujourd'hui, j'apporte quelque chose parce que grâce au poker, je suis passé producteur exécutif. Donc c'est bien évidemment quand tu es entouré de génies autour de toi. Et puis pour le coup, pour le poker, tu as des génies. Tu vois. Et puis les mecs qui lancent, les patrons, bien évidemment, que je salue et que j'aime beaucoup, Christophe Chaming et Alexandre Ross, qui sont les boss de Winamax et qui sont les créateurs de Caramel. Je ne sais pas si tu te souviens de ce... Ben voilà, ce sont eux les créateurs du Google français de l'époque. Et bien évidemment que c'est beaucoup de travail, que c'est une éternelle remise en question, que ça a été des nuits et des nuits à bosser, à dire un jour j'y arriverai, que j'ai aussi le soutien de ma femme, que je me dis je m'engage pas dans un terrain que je ne pourrais pas maîtriser. Je m'engage sur un terrain que je sais que j'ai la force et les compétences de tenir. C'est les gens qui tiennent qui en fait réussissent. Un voyage, ce qui est bien, c'est pas de savoir où tu vas aller, c'est savoir de quelle manière tu voyages. Ce qui se passe en haut, une fois que tu atterris, tout le monde atterrit. Mais comment toi, tu as envie de voyager ? De quelle manière tu veux que ton avion soit beau ? C'est ça le succès. Ouais. Complètement. Tu parles du fait aussi de s'engager sur de nouveaux terrains. Tu as récemment du coup rejoint l'équipe Touche pas à mon poste, aux côtés notamment de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur. Quelles sont les principales différences que tu ressens entre la télé-réalité et un talk show tel que TPMP ? Là, pour le coup, il y a le Grand Canyon entre les deux. Ouais. D'abord, il n'y a pas plus gratifiant que lorsque ton téléphone sonne et que tu as ce rouleau compresseur qui débarque chez toi et qui te dit voilà, on aimerait t'avoir dans la bande 2 fois par semaine, est-ce que ça t'intéresse et compagnie. Bien évidemment que tu réfléchis, bien évidemment que tu es honoré et bien évidemment que tu acceptes. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est une nouvelle aventure, et qui dit nouvelle aventure, je dis ça veut dire quoi ? C'est-à-dire reprendre à zéro. Et moi, je n'ai pas peur de me mettre en danger. Je sais que cette émission, de quelle manière elle est vue, ce qu'elle rapporte, et là où elle peut t'emmener. Quand j'arrive, je vois tout de suite que je suis entouré d'un socle dur qui est déjà bien installé, qu'effectivement, tu as Cyril qui est le maestro, tu vois, qui est le chef d'orchestre, qui gère bien son bébé, parce que son bébé, il l'a monté, il a commencé bas, il l'a monté haut, avec des gens de lumière autour de lui. Et quand j'arrive, je n'arrive pas avec mon background. J'arrive pas en disant je suis déjà animateur,
je suis animateur radio, que j'ai participé. Non, je viens avec un profil bas, avec un sac vide, où je me mets à la queue. C'est-à-dire qu'il y a un socle dur qui est là, les chroniqueurs qui sont là depuis 10 ans. Il y a Cyril, tu vois. Ben moi, ça ne me dérange pas de me mettre derrière. Par contre, j'ai ma tête qui va se développer. Tu vois, je vais regarder ce qui se passe. Et je vais tout noter. Tu vois, la data là-dedans, reset, et je note tout. De quelle manière je dois m'introduire, de quelle manière je peux prendre la parole, de quelle manière je dois écouter, de quelle manière je dois entendre, à quel moment je dois être captivé et captivant. Donc tout ça, quand tu arrives dans une émission, tu disais un talk show qui est le talk show le plus vu et le plus, on va dire, puissant, tu vois, parce qu'il y a énormément de... le côté la ménagère populaire qui regarde. Enfin, c'est une grosse machine, le truc, tu vois. Ça c'est du bitcoin, tu vois, qui perd jamais de valeur, quoi. Ça monte, et puis il faut être bon, tu vois. Mais quand tu les vois bons, tu ne peux qu'être bon. Donc, tu attends, tu grappilles ce qu'il faut grappiller, tu emmagasines, et ensuite, après, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Soit on aime, soit on n'aime pas. Tu peux nous donner un exemple ? Je peux te donner un exemple que j'ai vu tout de suite dans cette émission. Ce qui est important, c'est de rester soi. Si tu joues une autre personne, si tu as envie de faire le drôle alors que tu n'es pas drôle, si tu veux prendre la place de l'autre alors que tu dois attendre ta place, il n'y a pas de place à prendre, mais que tu dois faire ta place, là, tu progresses. Si tu fais tout l'inverse, t'es mort. C'est-à-dire que tu te feras écraser de toute façon à un moment, parce que quand tu n'es pas toi, ce qui arrive, c'est que les gens le ressentent, bien évidemment, les masques tombent et puis que ça se voit. Quand tu te trahis, ça se voit. Donc il faut respecter une certaine hiérarchie, ça c'est clair. Donc ne pas avoir peur de recommencer à zéro. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis j'ai la chance de connaître des personnes là-bas, donc j'ai pu échanger, d'avoir ce qu'on appelle des tips, si tu veux, de connaître aussi Cyril. C'est une magnifique école. Tu dis dans certaines de tes interviews que lorsque tu commences tes PMP, lorsque tu arrives là-bas, tu avais certaines appréhensions parce que, je cite, « Quand je m'assois à tes PMP, je m'assois avec ma famille ». Qu'est-ce que tu entends par ça ? J'entends par ça la question que tu m'as posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui te fait avancer ? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu travailles, tu as toujours ta famille là ? Parce que ma famille, j'ai mes frères, j'ai ma maman, j'ai aussi de la famille en Algérie qui regarde. Elles n'aimeraient pas voir leur fils, leur neveu ou leur cousin raconter des conneries, être vulgaire, ce que je ne suis pas, quoi. Donc bien évidemment que j'ai toujours ma famille avec moi là où je suis engagé. Parce qu'on va dire que ce mec-là, quand tu fais du bon travail, quand tu respectes les gens, quand tu viens à l'heure, quand tu repars après, quand tu poses des bonnes questions et compagnie, ils disent mais ce mec, c'est un mec bien. Donc un mec bien, ça veut dire quoi ? C'est un mec bien éduqué. Et ça, c'est ultra important pour moi. Moi, c'est ce que je veux qu'on retienne de moi. Tu disais tout à l'heure que c'est une émission qui a un bulldozer, tu la compares au Bitcoin par exemple, mais c'est vrai que c'est une des émissions, en tout cas voire l'émission la plus puissante aujourd'hui en France sur ce format, et ce depuis des années, et elle est menée excellemment bien par Cyril Hanouna, et même la contribution des différents chroniqueurs et le fait de réussir à chaque fois à surfer sur les différents sujets d'actualité et autres. Mais qui dit succès, dit que ça parle en bien, dit que ça parle aussi parfois en mal, ça peut créer justement des répercussions. Dans ton cas, est-ce que tu as eu des répercussions ou tu as eu peur de certaines répercussions négatives à certains moments en participant à cette émission ? Non, je n'ai pas eu peur de ces répercussions pour la simple et bonne raison, c'est que ça va être drôle ce que je veux dire, enfin je ne sais pas si ça va être drôle, mais en France, on est quand même un pays où il y a un manque de civisme et que Internet, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc tu ne feras jamais l'exception, même qui confirme la règle. Tu vas plaire et tu vas déplaire. Donc quand tu vas plaire, tu vas avoir des beaux avis, tu vois, un peu comme dans un hôtel, tu vois. Puis parfois, tu as des haineux, ce que j'appelle... C'est pour ça que je dis qu'Internet, pour moi, est un monde qui n'existe pas.
c'est que tu as des gens qui vont te menacer, qui vont rentrer dans un chemin, ce que j'appelle, pardonne-moi, mais là je vais être vraiment cru, ce que j'appelle les ports d'Internet, tu vois, ceux qui vont menacer ta femme, tes enfants, des trucs qui n'ont rien à voir, alors que tu as juste engagé une discussion sur un sujet où il fallait que tu donnes ton avis, que tu sois pour ou que tu sois contre, mais il y a des gens qui ne font pas des choses. Ouais, et surtout la parité. Dire comment tu peux... à l'époque, on appelait ce qu'on appelait le courrier des lecteurs, avant qu'Internet existe. C'était plutôt une grand-mère qui écrivait, qui était à la retraite, qui disait ce candidat ou ce monsieur m'a un peu déplu, vous savez, il ne parle pas très bien. Et hop, elle envoyait sa lettre, son timbre, que tu recevais bien évidemment une semaine après. Donc la production te ramenait le sac de lettres. Tu vois, à l'époque de Dorothée et compagnie, c'était des lettres, c'était pas... Ouais. Donc là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gars, ils peuvent se mettre en contact direct sur le profil de la personnalité ou du chroniqueur ou truc, et les mecs vont avoiner, quoi. Tu vois, donc ils font des faux profils. Ils vont être tout l'inverse de ce que toi, tu détestes. Donc après, il y en a qui ont peur de donner leur avis. Parce qu'après, des fois, ça prend des proportions qui c'est assez drôle, quoi. Enfin, si tu donnes ton avis, on va te menacer. Moi, personnellement, écoute, je vais te dire tout de suite, on dit souvent quelqu'un qui te menace ne t'écrit jamais. Il vient, il te fait. Voilà. Mais pour qu'il te fasse, il faut que tu sois touché quelqu'un dans sa famille, tout ça, machin. 20 ans de télé, bon, j'ai pas eu d'agression encore. Ça, c'est sûr. Moi, ça me dérange pas qu'on parle mal de moi. En 2003, on parlait mal de moi. Là, quand je donne mon avis, bon, c'est 20 messages, tu es sur le côté, ce qu'on appelle le backdoor, tu vois. Moi, tant que ça touche pas ma femme et mes enfants, ma famille, moi, tu peux envoyer sur moi, ça me dérange pas. Quand ça touche ma femme, mes enfants, ma famille, là, c'est autre chose. Tu vois, là, on joue plus. Mais après, Internet, t'as juste un reset ou supprimer, delete, et voilà. Mais les gens, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils sont quand même là tous les jours, à partir de 18h45 sur C8. Et ils sont là parce qu'ils attendent de voir de ce qu'on va parler, quels vont être les échanges. Ils sont là, assoiffés. C'est la télé. C'est intéressant et je rebondis justement sur un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, n'osent pas se lancer, n'osent pas créer du contenu, peur du regard des autres. Tu parlais notamment de cyberharcèlement. Donc, l'entrepreneur qui va vouloir véhiculer son message et faire quelques vidéos sur Instagram, sur YouTube pour partager de la valeur et essayer de développer son entreprise ou autre, il en a déjà peur des quelques haters qu'il va croiser. On parle de 2, 3, 4 personnes ou des fois 10 personnes, etc. Et ça fait que certains vont éteindre leurs ambitions, malheureusement, et ne pas oser le faire. Là, ici, dans ton exemple, lorsque tu parles des chroniqueurs, j'imagine que c'est des centaines, des milliers de personnes qui peuvent arriver d'un coup sur un profil Twitter ou autre et qui peuvent vraiment être très virulents, bien plus virulents que sur une vidéo YouTube où tu partages quelques conseils. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, se sent comme paralysé face à cette peur du regard des autres et face à cette peur du cyberharcèlement? Tu dis que toi, tu as réussi à faire la part des choses, prendre de la hauteur, et tant que ça ne touche pas certains membres de ta famille, tu t'en fiches, tu as créé une carapace, un bouclier et tu es en capacité d'absorber. C'est pas donné à tout le monde. Et encore une fois, vraiment, ça pousse certains à arrêter leur projet. Même, j'ai eu dans mon entourage des gens très talentueux dans leur industrie, dans leurs entreprises, qui ont littéralement arrêté, qui ont supprimé leur chaîne YouTube, qui ont supprimé leurs réseaux sociaux, qui étaient les numéros 1 dans leur domaine, etc., et qui faisaient les choses vraiment correctement, avec bienveillance, etc. Et parce qu'ils avaient peut-être une tête, un nom, ou quelque chose qui ne plaisait pas à une minorité d'individus, n'ont pas supporté cette haine gratuite qui leur avait été délivrée. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je leur dirais déjà qu'ils ont une belle sensibilité, déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Quand on se sent touché, bien évidemment, parfois ça ne peut pas être facile, soit ils ne sont pas entourés, ou ils se sont construits seuls, ce qui peut aussi pousser à cela. Je pars du principe que quand tu t'endurcis fort, rien ne peut t'arriver. Tu vois, il faut qu'ils prennent exemple sur des gens qui, par exemple, que tu viens de me citer, qui ont arrêté à cause de ces haters. Il faut qu'ils reviennent de là où ils ont commencé. Ils ont commencé sans ces haters. Ils se sont construits sans ces haters. Ils ont réussi sans ces haters. Ils sont intelligents sans ces haters. Et c'est là où ils doivent se blinder, justement, et de trouver ce qu'on appelle
Il y a un truc chez les Chevaliers du Zodiac qui disait il faut avoir le 6e sens. C'est l'espèce de 6e sens ou 7e sens pour que je puisse accroître mon pouvoir. Je pense qu'ils doivent se servir de ça pour les écraser encore plus. Parce que les haters de demain sont tes amis. Les haters d'aujourd'hui sont des amis de demain, tu vois. Le truc, c'est que il y a une chose qui est très importante. Il y a la vraie vie, le travail, le succès, ce que tu es en train de faire, ce que tu fais, et il y a Internet. Et quand tu fais Internet, il faut vraiment qu'il y ait le grand canyon entre vous deux. C'est-à-dire que c'est pas un test qui dit ouais c'est de la merde ce que tu fais. Normal, si c'est de la merde, tu viens pas le dire, quoi. Tu vois, moi c'est un peu comme Coca-Cola et Cola. T'auras toujours, on copie toujours les bons, on critique toujours les bons, on ne critique jamais un mauvais et jamais les numéros 1. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux les critiquer, mais tu seras jamais numéro 1. Tu peux dire que Coca-Cola, c'est du poison, c'est du machin, bah, c'est toujours 7 millions de bouteilles vendues par semaine, quoi. Et ces entrepreneurs qui ont cette sensibilité de leur travail parce qu'ils ont de l'amour pour leur travail et qui se sentent touchés lorsqu'il y a des haters, il faut vraiment ce qu'on appelle au poker qui back off, tu vois, qui ne mettent pas d'émotion dans l'écriture de ce que j'appelle les ports d'Internet. Ces gens-là qui n'existent pas en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu construis, c'est ce que tu fais. Quand tu as... généralement, tu as plus de positivité que de négativité dans un travail qui est fait de cœur et qui est fait justement de souffrance et un mot que je vais trouver tout de suite, qui est de sacrifice. Sinon, on s'arrêterait à la première critique, première embûche, et finalement, on ne fait plus rien. Non, il faut que ces gens-là se forgent, et pour se forger, il y a plein de choses. Il y a le sport, il y a la lecture, la croyance, il y a plein de choses. Et puis, il ne faut rien lâcher. Complètement d'accord. Tu parles de souffrance, de sacrifice. Tu as fait face à pas mal de challenges dans ta carrière, justement, pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Mais avant ça, donc tu es sur TPMP depuis maintenant un certain temps. Le 4 septembre. Exactement. Et visiblement, ton contrat s'arrête en décembre prochain, décembre 2023. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la suite ? Tu vas rester sur TPMP, tu as prévu autre chose ? Alors là, c'est pas moi qui décide. Alors bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir un contrat sur septembre, octobre, novembre, décembre, donc un contrat de 4 mois. Si je suis bon, il me garde. Si je suis pas bon, on se serre la main. Et j'aurais vécu une magnifique aventure. J'aurais vécu le direct, j'aurais vécu le fait d'enchaîner, parce que moi j'y suis le lundi et le mardi. Donc déjà, c'est une très très grosse cadence. C'est une manière de travailler qui est différente parce qu'on t'envoie les sujets et il faut que tu travailles tous les sujets en moins de 4 heures. Donc c'est une magnifique école d'apprentissage parce que je suis en face, moi, de journalistes, de personnes qui ont vraiment un bagage où ils savent de quelle manière développer leur sujet et compagnie. Donc, moi, je regarde, j'apprends, je fais. Et ensuite, bien évidemment que... tu sais, je suis un peu comme la cigale et la fourmi, tu vois. Je suis plutôt la fourmi plutôt que la cigale, tu vois. J'ai appris à être une fourmi plutôt que la cigale. Donc, on a déjà des projets pour décembre, pour décembre, janvier, février. Donc, ça, il ne faut pas... Malheureusement, ce métier-là, il ne faut pas que... tu prennes, tu vois, mon arc, il a plusieurs cordes, tu vois, il y a une qui pète, la flèche, et l'autre flèche, elle va partir quand même. Donc, effectivement, pour le coup, je prévois ça, mais peut-être c'est du fait aussi que je suis père de famille et que quand tu es papa, tu as des responsabilités qui deviennent innées et que tu prévois la suite un peu comme un planning. Une stratégie bon père de famille, quoi. Ah, totalement, ouais. Totalement. C'est assez intéressant justement cette notion aussi de vision long terme et outre ce point-là, tu as un planning qui est très chargé, tu le dis, lundi, mardi, là aujourd'hui tu es sur RTL tout à l'heure, RMC pardon, tout à l'heure, et même hier aussi, t'enchaînes à chaque fois, là tu es dans un après-demain ou je ne sais pas. Après-demain je suis en Belgique. Voilà, exactement. Donc ce roadshow finalement, ce road trip que tu dois faire à chaque fois, comment tu gères cet équilibre entre le pro et le perso, parce que ça c'est vraiment un challenge auquel font face énormément de personnes, en particulier les entrepreneurs d'ailleurs. C'est très difficile de se déconnecter de cette réalité, de ces responsabilités
entrepreneuriale, d'une part, mais j'imagine que finalement, c'est exactement la même chose pour toi, parce que finalement, tu es aussi entrepreneur. Tu as cette âme d'entrepreneur, plus tu as tes ambitions, tes envies, tes challenges aussi avec le sport, ton sport, qui est le poker, et tu as ta famille qui prend énormément de place dans ta vie, qui a énormément d'importance dans ta vie. Comment tu gères cet équilibre? Grâce à ma femme. Je tiens cet équilibre grâce à ma femme parce que c'est un travail d'équipe. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas avoir la vie de château et rester dans le château. C'est absolument pas possible. Que dans la vie, il y a des sacrifices à faire. Et moi, en tant que représentant de ma famille, c'est à moi de les faire. Ma femme en fait beaucoup parce que nos femmes sont vraiment des vrais entrepreneurs parce que l'éducation de nos enfants, de tenir une maison, de tenir la comptabilité, de tout gérer dans le foyer, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Je crois que si tu me laisses le choix entre une grosse entreprise de 900 employés et la maison, je préfère l'entreprise de 900 employés. Parce que c'est un travail considérable, la maison. C'est pour ça que je dois tout à ma femme, parce que quand je ne suis pas là, c'est elle qui gère tout. Donc moi, je sais que ce que je dois faire, c'est qu'ils doivent manquer de rien. Et pour qu'ils manquent de rien, je dois me sacrifier. Je dois être sur tous les fronts. Quand tu décides d'être producteur, quand tu décides d'être animateur, quand tu décides d'accepter ces projets comme TPMP où tu dois être... au rendez-vous. Ouais, au rendez-vous, je dirais d'honorer le fait qu'on t'ait fait confiance. Moi, c'est ça, au-delà de l'argent ou truc, c'est qu'on est venu me chercher, donc ça veut dire qu'ils aiment un truc chez moi. Donc je dois honorer la proposition et en tout cas de faire en sorte de durer. Si je dure pas, c'est pas grave. J'ai appris, on se servira de cette expérience pour la transmettre ailleurs. Bien évidemment que on vit aussi dans une époque où la vie coûte cher, qu'on peut plus se contenter d'un travail. J'en enchaîne 4, mais que pour enchaîner 4, il y a un prix à payer. Donc je fais en sorte de travailler du dimanche au mercredi inclus, d'accord, de repartir le mercredi soir ou le jeudi matin, de rentrer chez moi pour pouvoir aller chercher mes enfants à l'école, de rester avec eux jeudi, vendredi, samedi, et ensuite de reprendre le cours du chemin, comme on dit, de reprendre le boulot dimanche, donc de reprendre le train, de repartir. Mais je sais qu'en moi, il manque de rien. C'est-à-dire que c'est un prix à payer et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ma vie, moi, c'est pas de gratter un ticket de loto et de remporter 100 millions. Ça n'existe pas chez moi. Il faut aller chercher le travail là où il est. La valeur travail. Ouais. Un autre point, c'est que c'est un challenge auquel tu as fait face justement en 2021. C'était une année difficile pour toi. Pour mettre du contexte, tu as donc attrapé le Covid, mais malheureusement, pas comme tout le monde. Tu as été placé sous oxygène à l'hôpital et on peut le dire, tu as frôlé la mort. Comment est-ce que tu as fait face à cette épreuve mentalement et dans quelle mesure ça a influencé la suite justement de ta vie? Alors, il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils ont une épreuve de vie comme ça, qui arrive soudainement, qui n'était pas programmée, ils changent de vie. Ils se disent bon ben voilà, j'ai failli mourir, je change de vie, ils divorcent ou ils plaquent tout, ils s'en vont à l'étranger. Moi non, je n'aime pas plus la vie que je l'aimais auparavant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver ma place d'homme, de retrouver ma femme, mes enfants, ma famille. C'est une ambiance assez particulière, Alec. Pourquoi ? Parce que quand il t'arrive une chose où on va tous y passer de toute façon, pardonne-moi un peu de plomber l'ambiance, mais le fait d'avoir été gravement malade, où j'avais une chance sur 4 de m'en sortir, moi je m'en suis remis à ma foi. Voilà, quand tu as les jambes qui se paralysent, quand tu as ton bras droit qui ne fonctionne plus, et qui était en réanimation et que tu as une chance sur 4 de t'en sortir, tu ne peux plus combattre. Donc tu acceptes ton destin. À partir du moment où tu acceptes, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire que la mort, tu la goûtes, elle est douce et froide, et tu fais la queue, tu attends ton tour, parce que tu ne maîtrises plus rien, donc tu te laisses aller, et tu acceptes. Et bizarrement, tu vois, tu as ce chemin-là qui t'emmène vers le ciel, et puis finalement non. Toi, Moundir, ok, repasse par la porte de secours et on se reverra plus tard. Donc je repasse par la porte de secours, mais je dois réapprendre à marcher, je dois réapprendre à respirer, je dois réapprendre à tout.
à ma mémoire que je perds. J'ai des oublis. J'ai du mal à marcher, du mal à respirer. Et donc, je recommence à zéro. Et pour recommencer à zéro, il n'y a pas mieux que l'humilité. Ce que je fais dans mon travail. Et donc, en fait, moi, j'ai repris mon sac de vie là où je l'ai laissé. Je ne l'ai pas amélioré. Et le fait de s'en sortir d'une expérience comme celle-là, que j'ai acceptée tout de suite, qu'est-ce qui peut m'arriver après ? Rien. Quand on parlait des menaces, tout ça, machin, ça me fait absolument rien quand tu as goûté à la mort. Rien. Je suis autant déterminé que quelqu'un qui a me menacé, ou lui ou moi. Mais moi, j'ai un avantage déjà. C'est que j'ai vu la mort. Une fois que tu as ça, et que tu retrouves ta femme, tes enfants, putain, que la vie est belle, quoi. Et là, ça te galvanise, parce que tu sens que tu reprends tes esprits. Un peu comme si tu prenais une entreprise, tu prends une entreprise qui est à râler pâquerette, où tu vois les employés qui sont plus motivés, qui sont asséchés parce qu'on les a pas respectés, et qui voient un mec qui débarque et qui leur redonne confiance. Il s'ouvre et tu as envie de tout démonter. Et moi, c'est ça mon truc. C'est que j'ai envie de tout démonter. Et ce facteur de vie m'a apporté tellement de clés dans mes démarches aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai des rendez-vous avec des gens où juste le fait de les regarder ou leur façon de marcher, je sais s'ils vont apprécier ou pas. Je sais quand c'est OK ou quand c'est pas OK. Et ça me fait rien, ça me fait plus rien. C'est-à-dire que j'ai pas d'émotion dans la défaite. Je back off tout de suite. Tu vois, au contraire, ça m'a apporté une arme supplémentaire. Et c'est ça qui est important. Ouais, ça t'a nourri, ça t'a enrichi. Et justement, je veux rebondir là-dessus. Pour beaucoup de téléspectateurs, quand on pense Moundir, on pense justement à un tempérament de feu, on pense à de l'action. Ouais. On sait tous les deux que dans la vie, dans l'entrepreneuriat, avec de tels projets, on doit développer aussi une certaine sagesse, un certain recul, une certaine humilité, dont tu fais preuve. Là, ça fait maintenant plus d'une heure, 1h30 qu'on discute, qu'on échange ensemble. Est-ce que cet événement a créé un changement justement dans ta perception des choses, t'a permis de prendre plus de recul et t'a offert une certaine sagesse ou une certaine humilité encore plus que tu n'en avais déjà, ou c'est venu justement avec les années par rapport à ton début dans la télé-réalité où tu pouvais plus exprimer justement ce tempérament de feu ? Il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais délogé, et on en parlait tout à l'heure, on en parlait d'éducation, on a parlé de valeurs, on a parlé de socle familial, de code de l'honneur. La plus grande fierté que j'ai, moi, c'est que toutes les personnes avec lesquelles j'ai bossé, je n'ai jamais eu un manque de respect vis-à-vis d'eux dans le travail. Quand je te dis, je travaille avec des gens qui sont 100 fois plus forts que moi, j'ai toujours ce profil bas que je fais. Toujours. Le caractère, en fait, qu'on sort, c'est un peu comme un contrat quand ça va mal. Quand on vient te faire chier, c'est un peu normal que tu te défendes. Quand il y a des choses qui ne rentrent pas dans tes codes à toi, dans le sens où tu te sens souillé, tu te sens abîmé, au bout d'un moment, tu préviens et tu dis, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'agressif. Ou ça. En France, on a trop l'habitude de dire celui qui crie a tort. Non. Il y a parfois celui qui crie, il se défend. Tu vois. La chose à laquelle on ne peut que réussir, c'est par le respect. Ça, c'est indéniable. Et le fait de faire profil bas. Ça, ce sont deux armes qui me suivront à vie. Que tu parles anglais, n'importe quel pays. Et dans des pays même où parfois l'entrepreneuriat est 100 fois plus dur, comme les États-Unis, Chine, des endroits où vraiment ça c'est marche ou crève. Mais en tout cas, pour ma part, dans tous les métiers que j'ai faits, même lorsque je ramassais de la merde, je faisais profil bas. Parce qu'on m'a appris à porter des barres, à les fixer. Quand je nettoyais la merde dans les métros et compagnie, on m'a toujours appris à nettoyer de la merde.
Les valeurs que tu prônes, justement, on les perd de plus en plus. Tu as récemment exprimé des inquiétudes concernant l'avenir, notamment pour tes enfants, dans un contexte social où, selon toi, la France semble se focaliser plus sur des sujets à stéréotypes, préjugés ou jugements de valeur, plutôt que de s'attaquer à des enjeux qui sont bien plus importants liés à l'éducation, la société en général ou autre. Selon toi, comment est-ce que l'on pourrait travailler pour dépasser ces préjugés et stéréotypes et ainsi valoriser ce que chaque individu, au-delà de ses origines, de son contexte ou de ses croyances, peut réellement apporter à notre société? Parfois, j'ai l'impression que la France n'a pas grandi et se perd dans son histoire et ses valeurs. Quand j'ai dit que j'avais peur pour mes enfants, c'est que quand tu travailles, quand tu es un père de famille, tu travailles pour tes enfants et ton foyer. Moi, c'est ça. En tout cas, moi, je ne retransmets uniquement ce que mon père faisait. Donc, je n'invente pas une vie. Je ne dis pas que je veux être un entrepreneur. Je suis entrepreneur pour acheter un bateau ou un avion. Ou ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans l'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, moi, dans ce que je fais, c'est pour que mes enfants ne manquent de rien. Voilà. Que papa nous a protégés. Sur le côté, en tout cas, du politique et du gouvernement, ce que je trouve assez étonnant, c'est que avec les moyens aujourd'hui qu'on a de technologie, de puissance et de force, comment ça se fait qu'aujourd'hui des étudiants crèvent de faim? Ça, c'est la première. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a des profs qui sont poignardés? Ça, c'est deux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de CIS, de centre d'initiation sportive? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de lien social entre les quartiers populaires et la politique? À l'époque de Mitterrand, à l'époque de Chirac, il n'y avait pas tout ça. Même de Sarkozy. Il n'y avait pas tout ça. Moi, de mon époque, je n'ai jamais vu un étudiant SDF. Ça n'existait pas. Ou peut-être qu'il y en avait un, mais je ne l'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, tu as des gamins de 18 ans qui sont SDF. Enfin, c'est hallucinant. Comment ça se fait qu'un gamin de 14 ans ou de 15 ans poignarde un prof? On avait le respect des professeurs. Moi, à l'époque, en cité, il y avait le mot gardien qui signifiait quand même quelque chose. On respectait. On traînait pas dehors, ou alors c'était vraiment entre copains, mais on était soit au sport, soit il y avait des activités, il y avait toujours des associations où on faisait les cours du soir. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. Donc quand je dis que j'ai peur pour mes enfants, c'est tout un ensemble, bien évidemment, au-delà de la stigmatisation, parfois, mais que je ne centralise pas, bien sûr. Pour moi, c'est un ensemble de choses. Quand il y a un problème dans une entreprise, on laisse le problème? Non. C'est pour ça qu'il y a des DRH, ou alors le patron qui est vraiment investi, il vient voir son employé, tiens, venez voir tous les deux, quel est le problème? Ça, on le règle tout de suite. Tout simplement. Maintenant, je fais en sorte, effectivement, que mes enfants n'aient pas à subir ce que nous, on subit. Ouais. Et dans un monde idéal, toi qui es aussi acteur justement du monde des médias, quel rôle aimerais-tu voir les médias jouer pour combattre justement ces stéréotypes et les préjugés, contribuer à un avenir meilleur? Crois-tu qu'ils ont actuellement trop de pouvoir justement dans la formation de l'opinion publique autour de ces préjugés, ou alors pas assez de responsabilité dans la manière dont ils pourraient l'influencer positivement? Non, ils ont pas... On se disait tout à l'heure, que Internet aujourd'hui a pris un grand pas. La télé est un moyen de diffuseur, mais aujourd'hui, Internet est le numéro 1. Ça veut dire que tu peux prendre la parole là où tu veux, lorsqu'elle est bien évidemment. Tu peux construire, tu peux véhiculer énormément de choses. Tu peux être au courant de ce qui se passe dans le monde, ce qui est important. Je pense qu'il y a médias et médias. Et les médias, il faut les prendre d'une manière qui va faire en sorte que ce média, il faut que tu t'en sers pour améliorer ce que tu as envie de dire. Si le média veut te faire dire des choses que tu n'as pas envie, c'est un mauvais média. Une entreprise, quand tu la prends, quand tu fais des produits qui sont corrects, propres et vendables. Si tu commences à faire des produits où tu sais que ça va blesser et que ça va blesser des gens,
c'est que ton entreprise, c'est de la merde. Et malheureusement, il y a des gens. Il y a un peu comme partout. Tu as des gens bons dans les médias et tu as des gens qui sont très mauvais. Ceux qui sont très mauvais, c'est parfois les blogueurs qui se prennent pour des journalistes. Et ça, tu vois tout de suite à la plume. Tu as des cliqueurs et des gens qui font vraiment de l'investigation et des vraies recherches. Tu vois tout de suite un bon journaliste d'un blogueur cliqueur. Ouais. Donc vraiment savoir faire la part des choses justement aussi sur les informations que l'on trouve. Bien sûr. Je me souviens d'un discours de Xavier Niel notamment où il prenait pour exemple, tu écris aujourd'hui, tu publies un article dans Le Monde, tu vas avoir peut-être 100 000 personnes qui vont le lire et encore, tu mets en place un tweet qui vraiment parle aux gens et part viral, tu as 10 millions d'impressions. Donc tu l'évoques justement très bien. Aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux ont énormément d'ampleur, mais faut-il encore justement savoir quoi lire, quel filtre mettre en place par rapport à ça, et dans quelle mesure ça va influencer les gens. Toi qui as beaucoup plus de recul justement sur tout ça, beaucoup plus de sagesse sur tout ça après toutes ces années, quels seraient les conseils que tu donnerais justement à celles et ceux qui nous écoutent sur le tri d'informations qu'ils doivent faire pour pouvoir être, entre guillemets, influencé par les bonnes informations plutôt que par les mauvaises. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une manne d'informations tellement énorme qu'il est parfois difficile de faire la part des choses. Alors, en faisant la part des choses, quand tu vas sur Internet, par exemple, les stars sont des perroquets ou des chats. Tu vas sur YouTube, tu as des perroquets qui font 42, 62 millions de vues. Tu as des chats qui en font 90, 105, qui font plus que des politiques. Ouais. Non, c'est malheureux à dire. Au niveau, le choix du média, c'est l'engagement que tu as toi dans ta vie. Quand ton engagement il est juste, quand tu prônes des valeurs, qu'elles soient de tes origines, qu'elles soient de l'histoire de tes parents et compagnie, tu t'instruis et ensuite tu compares. On n'a rien inventé, l'histoire était là avant nous. Donc les gens qui veulent se lancer ou qui veulent avoir le bon choix, pour ça il va falloir s'instruire, aller dans les bons endroits et justement de voir ce qui en émane de ce que eux ont vécu par rapport à leur famille. Moi, je n'invente rien. Ma famille avait une histoire, ils me l'ont apprise, j'ai vu, je suis parti m'instruire et ensuite j'ai grandi avec mon temps, tout simplement. Alors pas avec Yves, hein. Je voulais la faire avec mon temps, Yves Montand, enfin bon. De temps en temps, j'en sors une, c'est pas... Genre, le truc, on était super sérieux et tout. Et là... il en faut justement des petites. Je voulais même pas la sortir, je me suis dit, bon, allez, on y est. Voilà. Après 2 heures. En général, après 1h45, 2 heures. Je teste des vannes, mais je sais pas. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Non, on va arrêter là. Je suis assez bon public en général. C'est vrai, d'accord. Ouais. J'ai envie justement de rebondir sur un sujet qu'on avait évoqué rapidement, c'est la visibilité et le fait de monétiser. Une telle visibilité donnerait du coup envie naturellement à beaucoup de gens de la monétiser, notamment ici pour celles et ceux qui nous écoutent. On est dans un podcast où la majorité qui nous écoute sont des entrepreneurs ou ont des projets et on sait tous les deux que tu peux avoir la plus belle vitrine du monde, si personne ne passe dans ta rue, tu ne vendras pas de produit. Dans quelle mesure cette visibilité finalement a pu avoir d'une part un impact sur tes projets, mais d'autre part aussi un impact sur tes valeurs? Ça fait maintenant 2 heures presque qu'on échange tous les deux et pour moi, certes, t'es un entrepreneur, mais t'es pas forcément un homme du showbiz ou un homme de la télé, t'es un homme de valeur. Et j'ai vraiment le sentiment, et je dis pas ça parce qu'on enregistre, mais même ne serait-ce qu'avant en off, que t'es vraiment guidé par celle-ci et t'as une ligne directrice qui est liée à ça. Et justement, il y a cette double dimension où, d'une part, dans quelle mesure ça a pu t'influencer et influencer tes projets positivement ou négativement, et dans quelle mesure ça a pu influencer positivement ou négativement tes valeurs et ce que tu véhicules? Écoute, tout ce qui est matière à monétisation, c'est vraiment des choses où moi je me détache de tout. Ce qui m'intéresse, et dans la ligne directive que je me suis toujours donnée depuis que j'ai commencé à bosser, c'est de se dire qu'à partir du moment où tu as un socle avec toi, n'en bouge jamais. Fais-le grandir, fais-le encore plus puissant et tu le fais avancer. Moi, c'est que comme ça. Il n'y a que comme ça que je ne peux réussir. Avec la réussite que j'ai eue de par mon travail, de ce travail actuellement, je ne peux pas changer de barque. C'est impossible. D'abord, je ne connais pas cette barque. D'accord ? Celle que j'ai construite, je la connais.
C'est toute l'erreur parfois que font certains entrepreneurs quand je pense que tu en as reçu ici, mais qui ont une entreprise qui vendent énormément d'objets, ou peu importe ce qu'ils vendent, et d'un seul coup, je sais pas, ça leur prend par la tête, et ils changent de produit, alors qu'ils ne le maîtrisent pas, mais qu'ils maîtrisaient celui-là, et ils se perdent complètement. Et c'est pour ça que les anciens sont bons là-dessus. Les anciens, ils travaillent à l'ancienne, comme on dit, travailler à l'ancienne. Ils connaissent toutes ces valeurs-là. Moi, j'ai mon oncle avec qui j'ai bossé à Saint-Tropez qui m'a appris la vie, mais durement, quoi. Et c'est en construisant un socle dur, fort, de garder les mêmes gènes, qu'on arrive à ne pas se tromper. C'est ça qui est important, ne pas se tromper de chemin. Quand tu es sur un super chemin, pourquoi tu veux changer? Construis le même. Je ne sais pas, quand tu rentres dans une forêt, je ne pense pas que les arbres soient identiques, et pourtant ils sont côte à côte. Mais quand tu t'approches, ils n'ont pas les mêmes écorces, ils n'ont pas les mêmes branches, n'importe quel arbre. Tu peux monter, descendre, hein. Tu peux ramener le plus grand des scientifiques. S'ils me trouvent 2 arbres identiques, vas-y, je veux bien le regarder. Ouais, complètement. Et ce phénomène, c'est vrai que tu disais, on le voit dans les anciens où ils restent dans la même industrie, etc. Tout à fait. Mais on le voit aussi dans certaines personnes qui, par exemple, vont avoir une ascension fulgurante, vont avoir une proposition de revente de leur société. Et même si derrière, ils ont un gros chèque à la clé, la raison pour laquelle ils refusent ce chèque, c'est parce que qu'est-ce que je vais faire après? Et donc, ils veulent rester justement dans cette ligne. Tu disais tout à l'heure que là où on apprend le plus dans la vie, c'est pas sur les réussites, c'est sur les échecs. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote que tu as perçue à un moment donné dans ta vie comme un échec, mais qui finalement t'a apporté un apprentissage ou une leçon particulière que tu aurais envie de partager ici avec nous? Ouais, j'avais monté une marque de vêtements, ce qu'on appelait de l'éco-wellness, avec des matières comme de la fibre de lait, de la fibre de café. Donc c'était le lait de la vache, qu'ils avaient réussi à en tirer un fil. Enfin, c'était des matières exceptionnelles. J'avais mis toutes mes économies dedans que j'avais gagnées entre guillemets avec les émissions de télé-réalité que j'avais faites. J'avais investi pratiquement 90 000 euros. 90 000 euros qui était une fortune. Parce que j'y croyais à mort. J'avais eu la chance d'avoir signé un partenariat en Lituanie avec une grosse boîte de confectionneurs de vêtements qui fabriquaient la fibre de lait, la fibre de café. Enfin, j'avais monté une marque de fitness, yoga, et je voulais détruire les États-Unis. J'avais les rêves comme ça, tu vois. Et puis je me suis fait arnaquer, quoi. Je me suis fait arnaquer par quelqu'un qui a pris la caisse et qui s'est barré, en gros, quoi. Donc là, j'ai tout perdu. Je venais tout juste de me marier. Donc depuis 50, je suis tombé à moins 50. Dans le sens où, comme j'étais gérant, c'est moi qui ai tout pris dans la gueule. Et il a fallu 2 ans. 2 ans pour remonter de ce dur échec. Parce que pour moi, ça a été un échec d'avoir fait confiance à quelqu'un qui semblait avoir toute confiance. Et bizarrement, ça m'a galvanisé, quoi. Ça m'a galvanisé parce que c'est pas moi qui volais. Donc moi, j'avais tout monté, j'avais tout réussi, mais j'étais arrivé face à un mur à un moment où il fallait des investisseurs, il fallait que des gens mettent de l'argent. Et la philosophie que j'ai eue, au-delà des vêtements qui étaient exceptionnels et tout machin, je me suis dit que dans la vie, il ne faut pas s'attacher à du tien. Il faut savoir dire que qu'il nous arrive des grosses défaites comme ça, que en fait, ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas pour nous. Et qu'il y aura autre chose derrière, et celui qui souffre aujourd'hui, cette souffrance se transformera en réussite. Donc, 2011, j'ai ça. Je vis 2 ans en précarité avec ma femme. Donc je me souviens, on était chez ma mère. On était sur un clic-clac avec les 2 lattes qui étaient cassées. On avait mis une couverture pour combler cela. Jusqu'en 2014. Donc ça fait beaucoup quand tu es marié avec quelqu'un et que tu ne peux pas lui offrir ne serait-ce qu'un restaurant ou aller au cinéma. Des choses simples dans la vie, quoi. Et j'ai une femme qui a été exceptionnelle. C'est pour ça que quand je te dis ma femme est exceptionnelle, c'est qu'elle ne m'a jamais lâché. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Donc, arrivé 2014, tout change.
la télé me rappelle, je refais une émission, cette émission cartonne, on me propose un tant qu'animateur, et les choses vont vite. Et là, je me pose, je me dis, mais attends, il y a 3 ans, on était dedans, complètement dedans, avec tout ce qui va avec, hein, huissier et compagnie, tu vois. On a réussi à remonter la pente. On ne doit plus rien. Enfin, déjà, je ne devais rien, donc... Et là, je me lance dans un projet qui est celui d'être animateur. On me propose d'être animateur, et puis là... Donc je capitalise, je m'entoure d'avocats fiscalistes, commissaires aux comptes, je monte ma boîte, et là, l'aventure ça continue de 2014 à 2024. Magnifique. Justement, il y a un sujet qui est intéressant, c'est que là, tu parles d'échec comme étant quelque chose qui t'a galvanisé, qui t'a permis d'aller de l'avant, etc. C'est une vision finalement aussi très anglo-saxonne de l'échec, alors qu'en France, malheureusement, l'échec est perçu relativement négativement. Mais il y a une analogie quand même, parce que la réussite aussi est perçue très négativement. Bien sûr. Du coup, on ne sait pas trop où se positionner. Finalement, il faut essayer de rester dans la moyenne. Mais ça va aux antipodes de personnes qui ont envie de faire des choses, ont envie de performer, ont envie de s'épanouir, de s'exprimer, ont envie d'entreprendre, ont envie d'avoir une carrière ou peu importe. Qu'est-ce qui fait selon toi que justement en France, c'est aussi mal vu, que ce soit l'échec comme le succès? Et qu'est-ce que tu aurais justement à dire sur ça? Ce qui est mal vu en France, je te disais tout à l'heure que la France c'est un manque de civisme total. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as une belle voiture, on va te la rayer, tandis que dans un autre pays, quand tu as une belle voiture, on va te dire mais comment il a fait pour l'avoir? Je crois que les temps ont changé en France, ont beaucoup changé, et c'est surtout les mentalités qui ont changé. La France est devenue multiculturelle, multiplurielle. Donc il y a un côté où tu as des enfants issus de l'immigration qui ont extrêmement réussi, alors qu'ils ont des parents peut-être qui ne savent ni lire ni écrire, et que ça fait chier aussi. Que la majorité aussi, parfois, de certains étrangers viennent en France et réussissent, et que ça fait chier aussi. Mais qu'à un moment, il faut que, malheureusement, en France, cette mentalité, elle fera partie un peu du patrimoine français, comme je dis. C'est-à-dire que tu réussisses ou que tu réussis pas, tu te prendras un ticket. Tu prendras un ticket. T'as beau être un entrepreneur qui fait 200 employés, tu auras toujours des cons pour te dire ouais, mais lui, il est pas bon, lui, ce patron. Regarde. Bernard Arnault, qui a donné 10 millions au Resto du Cœur, ils ont réussi à trouver une critique. Non, mais attends. C'est drôle ou pas? Ah, non, mais clairement. C'est très drôle. C'est bien français. Pourtant, Bernard Arnault, il vient pas du Rwanda. Le mec met 10 millions. Il sauve les Restos du Cœur. Parce qu'après Coluche, il n'y a pas eu une autre personnalité qui a fait l'équivalent de Restos du Cœur. T'as un mec comme Bernard Arnault qui met 10 millions et demi parce que les Restos du Cœur sont en danger. La politique a trouvé le moyen de dire oui, mais il a sort d'où cet argent? En tout cas, pas de chez vous, en tout cas. Voilà. Donc, nous, ce qu'il faut faire là-dedans, dans tout ça, c'est qu'il faut prendre toujours du recul. Que ces gens-là, en fait, il faut que ça soit juste un écho. Et pas comme une bactérie qui vienne vous pourrir votre tympan. Il faut se servir de ces gens-là pour être plus fort, pour être encore mieux qu'eux. Et dernière chose, toujours donner l'exemple. Donner l'exemple. Un mec comme Bernard Arnault, que je n'ai jamais vu de ma vie, jamais travaillé pour lui ou ça, il met 10 millions, respect. Ces 10 millions-là, ça va nourrir des millions et des millions de personnes qui sont dans le besoin, et même des étudiants. Mais pour tout ce qui est du reste, des critiques et de ceux qui ne savent pas fédérer et construire, c'est pas des gens avec qui qu'il faut s'attarder. Il faut avancer dans la vie. Complètement. Merci pour tous ces éléments, pour ces partages. C'est moi. Très sages et extrêmement enrichissants. Je suis très heureux d'avoir pu t'accueillir ici sur Le Déclic. J'ai 2 dernières questions
à te poser. Mais avant ça, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, encore une fois, je le dis, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir, commentez la vidéo, likez, partagez, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, votre plateforme de streaming préférée, peu importe. Ma dernière question, c'est sur le déclic, on accueille effectivement des gens qui ont un parcours hors du commun, qui ont vécu des choses positives, moins positives, qui ont quelque chose à partager et qui vont pouvoir partager des éléments, comme ici tu l'as fait pour nous, qui vont créer un déclic chez celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que, après avoir vécu l'expérience, le déclic, tu penses à quelqu'un qui aurait sa place ici sur le plateau? Ça peut être un entrepreneur, ça peut être un sportif, une célébrité, peu importe, un ami, quelqu'un à qui tu penses et que tu verrais partager à nos côtés. Écoute, tu parlais tout à l'heure de qui va être mon associé. J'ai la chance d'avoir croisé sur mon chemin Anthony Bourbon. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu dans ton émission. Pas encore, on est en discussion. Ah bah écoute, tu devrais, ça serait sympa. Parce que ce mec-là, il y a un vrai truc. Il y a un truc chez lui qui est à la fois touchant et qui est... si tu veux, c'est les belles histoires qu'on aime lire. Tu vois, donc j'ai eu la chance de le rencontrer, on échange parfois. On vit dans 2 mondes différents, lui et moi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va être inspirant et qui a beaucoup de choses à dire. C'est ce qu'on appelle la réussite dans la difficulté. Ça, c'est voilà. Donc Anthony, si tu nous écoutes, ramène ton fion sur cette magnifique émission qui est top, le déclic. Bah écoute, avec plaisir, on a hâte de l'accueillir. Justement, en parlant de déclic, je te pose ici la dernière question que je pose à chaque invité. Tu en as déjà partagé beaucoup ici, là, dans ces 2 heures d'échange, justement, des déclics. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé ici aujourd'hui dans cet échange, que peut-être tu n'as pas l'habitude de partager lorsque tu fais des interviews ou autres, qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, un vrai déclic, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Ça peut être une citation, une situation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin et on a hâte de découvrir la signature que tu veux laisser sur le déclic. Ouais, je prends toujours référence à mon père, paix à son âme. J'ai dit durant ces 2 heures d'ITV avec toi, et encore une fois, je te remercie infiniment de m'avoir invité et d'avoir pris le temps d'étudier, en tout cas, ma personnalité. Ça me touche beaucoup, vraiment. Moi, on est issu d'une grande famille, 6 frères, et nous, on rêvait, comme tous les gamins, d'avoir des Adidas, des Nike à l'époque, mais on n'avait pas les moyens, donc on allait devant les vitrines avec mon frère et on regardait les magasins de sport en s'imaginant un jour les avoir au pied, mais c'était pas possible, on était 6. Et un jour, je dis à mon père, j'aimerais bien avoir le survêtement ou la paire de baskets de Zidane. Et un jour, il me répond ça comme réponse, il me dit, tant que tu auras à manger sur la table, tu auras les meilleures baskets et le meilleur survêt. Et ça m'a habillé pour toute ma vie. Merci Moundir. Merci à toi.